Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le continent africain regorge d'énormes potentialités en termes de ressources naturelles et démographiques. L'ingérence directe par exemple de la France dans les affaires intérieures des pays africains se justifie par sa quête de ces ressources naturelles. Pour prendre toute sa place dans l'économie mondiale, l'Afrique a besoin de coopérer avec le reste du monde dans un esprit de paix et d'équité. Mais comment expliquer toutes ces ingérences étrangères, récurrentes et brutales en Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Et justement le sujet qui nous intéresse, ingérence étrangère en Afrique, cause, conséquences et alternatives. On décrit l'ingérence comme étant ritualisée dans un contexte de montée en puissance de la démocratie en tant que sujet de préoccupation internationale. La formation d'un référentiel international de la gestion démocratique de l'État en Afrique s'impose ainsi aussi bien aux entrepreneurs d'intervention qu'aux importateurs de modèles institutionnels dans ce continent. La mise en œuvre d'instruments internationaux d'action publique de promotion de la démocratie ouvre la possibilité de voir des logiques réalistes et parfois irréalistes à l'œuvre dans les différentes formes d'intervention. Elle permet également d'envisager l'interventionnisme et la réception de modèles institutionnels qui ne sont pas justement l'essence même de l'Afrique, comme des rites d'interaction au sens où Goffman l'entend. On se souvient du sommet États-Unis-Afrique tenu du 4 au 6 août 2014, lorsque le président américain de l'époque, Barack Hussein Obama, avait exhorté les chefs d'État africains à respecter la constitution de leurs pays respectifs. Des observateurs n'ont pas hésité à y voir un acte d'ingérence exceptionnel. D'ailleurs, plusieurs s'étaient demandé de quoi se mêle-t-on. En réalité, c'est à la fin des années 1980, à l'occasion d'une crise économique prononcée, que l'Afrique est entrée en contact avec les conditionnalités de l'aide formulées par les bailleurs de fonds internationaux. Devant le constat de la relative déconfiture économique des États africains, les institutions financières internationales et bien d'autres acteurs transnationaux semblent trouver dans la bonne gouvernance, notamment démocratique, indépendance de la justice, respect des droits de l'homme, transparence, il faut le dire comme ça, de la justice, et sans oublier administration efficace et etc. Le nouveau moyen d'assurer le développement du continent africain. On parlera bien sûr avec la Banque mondiale, sujet qui va d'ailleurs intéresser cette banque dans les années 80 jusqu'à nos jours. Bien plus, on note des affinités électives et surtout sélectives entre les événements de l'Est de l'Europe, manifestation de la fin de la guerre froide et l'affaiblissement des régimes autoritaires africains ainsi que la montée de revendications internes pour plus de démocratie. On se souviendra d'ailleurs du discours de la Baule de 1990 qui va faire naître sur le continent africain, il faut le dire comme ça, un air, il faut le dire, un vent de démocratie. D'ailleurs, en 1991, plusieurs États africains vont prendre l'initiative, de mettre sur pied des conférences nationales souveraines. Ce fut le cas d'ailleurs pour le Togo et sans oublier le Gabon. Mais parlons et insistons sur l'ingérence des pays occidentaux. D'ailleurs, de quoi se mêle-t-il? Beaucoup d'Africains me poseraient la question. Les premiers codes et standards de la bonne gouvernance politique et économique sont alors insérés dans des accords internationaux au titre de conditionnalité de l'aide aux États africains. Près de 30 ans plus tard, l'interventionnisme démocratique, en tant que catégorie de l'action publique internationale, s'est affermi au point où il n'est pas outrancier de parler de l'institutionnalisation de l'ingérence démocratique en direction de l'Afrique. Ingérence, il faut le dire également, démocratique, est attendue ici comme une intervention tendant directement ou indirectement à imposer un régime démocratique à une entité souveraine par des pressions multiformes, conditionnalité, menaces ou encore recours à la force. Ce fut le cas également avec un autre vent des années 2011, début des années 2010. On parlera bien sûr du côté de la Côte d'Ivoire où Laurent Koudou-Gbagbo sera arrêté en Mondiovision, humilié d'ailleurs devant les caméras de télévision occidentales et surtout hexagonales. On verra également vers octobre 2011 la mort, l'assassinat en Mondovision, il faut le dire ainsi, également de Muammar Kadhafi. Et sans oublier, avant cela dans les années 2007, 2008 et 2009, l'assassinat de Saddam Hussein.
Si l'on a fait le constat de ce que l'ingérence démocratique s'est ritualisée aujourd'hui sur le continent africain, messieurs, on ne peut manquer de remarquer qu'on n'a pas suffisamment percé le mystère des pratiques de négociation et de production des normes de l'État qui l'entourent et la façonnent. D'ailleurs, pourquoi certains États dits, il faut le dire comme ça, développés, viennent-ils s'ingérer dans les affaires africaines, dans les affaires des pays africains? Eh bien, on se pose toujours la question, est-ce parce que l'Afrique est handicapée et handicapante et qu'elle a besoin d'aide venant de l'extérieur? Est-ce parce que l'Afrique n'est pas, il faut le dire comme ça, encore démocratique, n'est pas encore forte, n'est pas encore puissante, que les autres doivent venir l'aider à devenir forte, à devenir puissante, à devenir démocratique? En tout cas, on continue à s'interroger. Messieurs, on peut de ce fait également admettre que la compréhension des politiques internationales de normalisation de l'État en Afrique reste un énorme chantier, surtout la compréhension de la manière dont les idées et les valeurs y relatives traversent, agitent, dépassent, subvertissent le national et inversement la manière dont celui-ci reconfigure celle-là. On est ici intéressé par le pouvoir structurant de la circulation des idées relatives à l'état idéal, par la mise en place de cadres de pensée, de réseaux d'acteurs, de schémas d'organisation ou des lieux de production de savoir qui le concernent. Messieurs, voilà pourquoi nous mettons sur la table ce matin ingérence étrangère en Afrique, cause, conséquences et surtout alternatives. Et d'ailleurs, une dernière question. Depuis que les pays dits développés et surtout occidentaux s'ingèrent dans les pays africains, qu'est-ce qui a changé? Qu'y a-t-il de bon qui est arrivé sur le continent africain? Qu'est-ce que les Africains ont appris d'ailleurs de bon depuis que les États hexagonaux occidentaux se sont ingérés dans leurs affaires? Sur la table, c'est la grande interrogation. Messieurs, pour commencer, je commencerai par le docteur Paul Bekima depuis les États-Unis. Je rappelle qu'il est le président de Kepler Institute of Strategic Analysis, enseignant dans les universités du côté des États-Unis. Docteur Paul Bekima, finalement, l'Afrique est-elle handicapée ou handicapante au point où elle a besoin à tout prix de l'Occident pour se relever, pour pouvoir marcher et vivre la démocratie? Monsieur Ngos, vous êtes un génie déjà par la façon dont vous posez les questions et par la façon dont vous présentez le sujet. L'Afrique est handicapée, ça c'est la narrative officielle de ceux qui veulent exploiter l'Afrique. Le sujet que vous mettez sur la table est d'une importance capitale. Donc, j'ai même envie de commencer par un premier commentaire sur les 3 étrangers en Afrique, à savoir les causes, les conséquences et les perspectives. D'un point de vue strictement analytique, l'aspect le plus difficile à établir, c'est les causes. Mais les choses sont claires. Les Européens ont compris quelque chose depuis le XVe siècle, ont du mal à comprendre, ou en fait ont été, comment dire, contraints psychologiquement à s'en détourner ou à ne pas comprendre. Le docteur Archie Lewis, dans ses études, a établi que ses portes, l'Europe occidentale s'écroulerait en 6 mois. Peut-être que les choses ont légèrement changé. Les États-Unis tiendraient un peu plus d'1 an, mais s'écrouleraient également. Donc la vérité fondamentale est là. Est-ce une découverte? Je ne crois pas. Les Européens le savent depuis le 16e et le 15e siècle, que l'Afrique est la solution à leurs problèmes. Donc, voilà la cause fondamentale de tout ce qu'on va déguiser d'une manière ou d'une autre dans toute forme de rhétorique. C'est l'invariant. L'Europe ne peut pas faire sans l'Afrique. Et maintenant, je vais présenter quelques petites corrélations parce que, en général, une série de corrélations peuvent établir de façon formelle approximativement une cause. La traite négrière a aidé les Européens à résoudre leurs problèmes alimentaires. Et de là, l'Europe a constitué un capital pour apprêter et financer
ce qu'elle a appelé sa révolution industrielle. Ce que les gens tardent souvent à oublier est que les Européens n'ont pas que fait la traite des Africains et tous les ingénieurs et les savants qu'il y avait en Afrique. Parce que quand vous lisez les livres sur les découvertes des Noirs, vous vous rendez compte qu'en fait, ces Noirs sont à la base de toutes les découvertes que les Européens prétendent avoir faites sur la durée. La fonte de l'acier dont ils se vantent était quelque chose qui était fait des milliers d'années en Afrique de l'Est avant que cela n'arrive en Europe. Vous voyez que quand il a été question de renforcer leur industrie, ils ont compris que les matières premières étaient nécessaires et ça se retrouve en Afrique. D'où la conférence de Berlin. Ils commencent à s'organiser et à organiser leur colonisation. Quand ils ont eu besoin de se refaire après la Première Guerre mondiale, il y a la conférence de Paris qui a débouché sur la SDN, qui commence donc à institutionnaliser leur contrôle du monde et plus particulièrement de l'Afrique. Vous voyez, Deuxième Guerre mondiale, ils renforcent, entrent sur la scène des choses comme le FMI, la Banque mondiale en 1944, et ils renforcent un peu plus les Nations Unies. Chaque fois qu'ils ont une crise, vous voyez qu'ils vous inventent quelque chose de nouveau. On est venu nous apporter la démocratie, on nous a apporté un peu tout, et aujourd'hui on est dans la globalisation. Ce qui est vraiment important, et si vous me permettez, je vais citer quelques dates. Les constantes qui ne vont pas changer. L'Européen a compris où se trouve son intérêt et que l'Afrique est son avenir. Sa psychologie est déjà totalement constituée dans ce sens-là depuis très très longtemps. Je vais vous donner quelques dates. La première date que je dois donner aux gens, c'est 325, le Concile de Nicée. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout est pour essayer d'harmoniser les enseignements. Ce concile a été convoqué par Constantin, mais il était présidé par Sylvestre, un Africain. Et les actes de ce concile débouchent sur ce qu'on appelle la Bible. Et qui était celui qui supervisait l'écriture, qui s'appelle Eusèbe. C'est un autre Africain. D'ailleurs, il était aussi avocat à l'époque. Et ce serait très bien pour beaucoup de gens d'aller lire son livre pour qu'ils vous disent le processus de sélection. Cette église a fonctionné jusqu'à un certain temps, contrôlée par les Noirs, ce que les gens ne savent pas en général, jusqu'à 555. Voilà la deuxième bonne date. Quand Justinien Ier prend le contrôle de cette église. L'église européanise et vous voyez donc la mentalité européenne commence à prendre le dessus. Je vous rappelle que dès la fin de l'écriture de la Bible, ils ont ordonné la brûlure de tous les livres en Europe. Donc l'Europe entre dans une période d'obscurantisme qui dure jusqu'au XVe siècle. Avec la saisie de l'Église catholique par les Européens, se développent beaucoup de choses en Europe. Et l'esclavage, et les tortures. Vous avez les maîtres de guerre, des grands bandits, des bandits de grands chemins, des criminels achètent une certaine nobilité par la force. L'Église catholique confisque tout. L'Europe est dans une situation de chaos incroyable. Voilà comment se constitue sa psychologie. Ou pour se protéger, on est obligé de faire allégeance à un guerre. Et il y avait même ce qu'on appelait le droit de la première nuit. Si un Européen se marie et qu'il vit dans... il est protégé par un certain chef, un lord, c'est ce chef-là qui a le droit de passer la première nuit avec sa femme. Vous voyez un peu les mentalités. L'Europe est exaspérée dans les années 1000, je vais être un peu long, et la colère et les révoltes commencent à faire face. Cette colère vers ce qu'on va appeler comment on appelle, les croisades. Donc dans les croisades, les Européens améliorent et perfectionnent leurs outils de conquête, perfectionnent leur criminalité. Et vous savez que les croisades s'arrêtent autour de 1453 avec la chute de Constantinople.
qu'est-ce qui se passe après? L'Européen qui atterrit pour la première fois dans les côtes africaines en 1482 aux côtes du Ghana est un criminel de très très grande envergure. Et donc cette mentalité-là a été un peu sophistiquée, mais elle n'a jamais changé. Voilà la personne à qui on a affaire. Donc la cause qui maintient toutes les causes est cette mentalité européenne est toujours en place. Les Africains, avec leur mentalité accueillante, n'ont pas pris la pleine mesure à identifier la personne à qui ils ont affaire. Donc, j'ai pas envie, je vais m'arrêter là pour le moment. Quand il va être temps de toucher les conséquences, je vais un peu plus parler de l'Africain lui-même aussi. Paul Bekima, je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis les États-Unis d'Amérique et que vous participez justement à cette autre édition de Feu Vert. À ma droite, quelqu'un également qui vient d'arriver sur ce plateau, qui s'est installé, c'est le docteur Yambin Timba. Bon après-midi, bienvenue à vous. C'est moi qui vous dis merci, bon après-midi. Vous nous avez trouvé justement en plein sujet, vous avez suivi le docteur Paul Bekima, il déclare haut et fort que l'Afrique est la solution à leurs problèmes. On parle bien sûr de l'Occident, donc depuis que l'Occident a connu que l'Afrique existe, l'Occident ne peut pas vivre justement sans l'Afrique et sans les Africains. Mais écoutez, il y a un travail exceptionnel qui vient d'être fait par un Camerounais d'ailleurs, qui enseigne en France, qui s'appelle Grégoire Biyogo, qui fait une mise au point sur ses travaux pour indiquer à tout le monde où se trouvent tous ces pays de l'Antiquité qu'on désire en Afrique, l'Éthiopie, l'Abyssinie, le Soudan, etc. Et j'ai beaucoup apprécié ce travail parce que ça permettra justement aux Africains de mieux comprendre pour quelles raisons le reste du monde est accroché finalement à l'Afrique non seulement depuis 500 ans pour ce qui est des Européens de façon très particulière, mais ça a toujours été le cas, mais pour le reste du monde comme l'Extrême-Orient tout autant. La vérité est que c'est aux seuls Africains qu'il échappe encore que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de la civilisation, c'est le berceau de l'humanité. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 50% des ressources, des premières matières premières dans le monde. Et qu'en réalité, on a l'impression que chaque centimètre carré de l'Afrique regorge d'une matière première, d'une richesse naturelle. Quand on voit les choses de cette façon-là, on finit par se dire une telle accumulation de savoir et une telle accumulation de ressources naturelles est forcément la cause d'une attitude de convoitise, d'envie et d'action de prédation de la part des autres. En l'an 2500, avant notre ère, Ramsès II adresse une prière à ses ancêtres. Il appelle ses ancêtres au secours en leur disant « Je suis encerclé par des ennemis » parce qu'il y avait les Assyriens qui s'étaient liés au peuple de l'Europe actuelle, aux barbares de l'Europe actuelle, et qui avaient attaqué l'Égypte. Et avant la grande bataille, il appelle ses ancêtres au secours. Et il leur dit, je suis encerclé. Venez, parce que mon pays, l'Afrique, mon peuple, est complètement aux prises avec des gens qui lui veulent du mal, qui veulent le détruire. Et Ramsès, heureusement, remportera la victoire et restaurera la paix en Afrique et relancera la prospérité de l'Égypte antique. Mais il faut savoir que ce qu'on a appelé l'Éthiopie, c'est-à-dire le pays des Noirs, la plupart, ça n'a rien à voir avec l'Éthiopie actuelle. Rien du tout. Ça se situe exactement là où on trouve les Noirs les plus foncés, c'est-à-dire dans la zone de l'Afrique centrale. C'est ça, dans l'Antiquité. Il faut lire les textes des Grecs à l'époque, qui ont été très légèrement travestis, qui ont été travestis par les Européens, parce qu'il fallait nécessairement démontrer que tout ce qui est au sud du Sahara est en dehors de l'histoire. Quand vous prenez ce qu'on appelle le Soudan, le Soudan, c'est pas le Sahel, c'est un peu plus bas, vers ce qu'on appellera plus tard la Côte de l'Or. Et l'Abyssinie, c'est ça le vrai nom de l'Éthiopie, en réalité. Le pays de Punt. Le pays de Punt, ce n'est pas du tout le Moyen-Orient. Le pays de Punt, c'est la région qui va de la Centrafrique jusqu'au Burundi. Lorsque vous remettez cela sur la table et que vous jetez un regard nouveau sur l'Antiquité,
et sur l'histoire de la période qu'on a appelée Moyen-Âge ou de l'histoire récente, vous comprenez très bien pourquoi l'Afrique est en réalité la proie qu'on voit le reste du monde. Mais l'Afrique est une proie intelligente. Je rappelle toujours à mes amis européens ou asiatiques que j'ai la chance de rencontrer, je leur dis l'Afrique est une proie intelligente, ce n'est pas un prédateur. Les dinosaures étaient des prédateurs, ils ont disparu. Il y a 65 millions d'années, ils ont disparu, mais je ne sais pas s'il y a eu des prédateurs plus puissants, plus féroces que les dinosaures sur la Terre. Les proies qui étaient là, les proies des dinosaures sont restées et beaucoup nous les voyons encore aujourd'hui vivre. Nous avons le cas d'un certain nombre d'animaux qui sont des animaux de notre compagnie de tous les jours. Les chats, les souris, tous étaient là. Et où sont les descendants de ceux qui ont échappé à la destruction? Les causes de l'ingérence en Afrique sont celles-là. C'est la convoitise du reste du monde. Lorsque les Assyriens, les Européens, les Grecs et tous ces gens-là, et les Arabes, etc., viennent en Afrique, vous comprenez très bien qu'ils viennent pour nos richesses. Aujourd'hui, c'est quand même surprenant de voir des Arabes déterrer nos ancêtres et nous expliquer ce que nos ancêtres faisaient. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, j'entends parfois Zahir Hawass dire des choses et je me demande, mais si ce type parlait une seule petite langue africaine, il comprendrait qu'il raconte exactement des sottises. Mais comment vous allez le dire à Zahir Hawass, l'Égypte est devenue arabe? Et on creuse les tombes, les pyramides, n'importe comment, on fait ce qu'on veut. Je pense que l'Afrique d'aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas encore suffisamment compte, mais est en restauration d'elle-même. Les émissions comme celle-ci ne sont pas le fruit du hasard. Cela tient d'une poussée historique vers la restauration de l'Afrique, vers la restauration, non pas comme les autres, d'une puissance qui va écraser le monde entier, mais vers la restauration d'une humanité plus juste, d'une humanité fondée sur la connaissance scientifique et qui dit que tout est équilibre. Parce que quand vous regardez l'univers, vous regardez les forces de l'univers sur le plan physique, vous voyez que la première chose qui vous frappe, c'est l'équilibre. Et l'Afrique est fondée sur un tel équilibre. Et la poussée actuelle a pour objectif de restaurer cet équilibre-là. Mais elle ne peut avoir lieu que si l'Afrique retrouve sa puissance. Donc, que les autres soient chez nous et qu'il y ait une ingérence que nous subissons aujourd'hui, naturellement, c'est le fait de l'histoire qui est causée par la convoitise que nous suscitons de la part des autres. Mais il reste que le problème de fond, ou alors la considération majeure qui doit retenir notre attention, est celle de savoir comment l'Afrique aujourd'hui doit pouvoir restaurer sa puissance et en restaurant sa puissance, amener le monde et l'humanité à retrouver un certain équilibre pour une ère nouvelle de paix. Docteur Dalvaris Kodjou, comment comprendre justement que le reste du monde veut s'ingérer justement dans les États, dans les nations africaines et que seuls les Africains ne sont pas au courant de leurs intentions? Je crois pour moi, cher ami Aristide, que ce serait très important pour nous, pour mieux comprendre la situation, de rentrer dans le passé extrêmement profond des Africains par rapport aux ingérences. C'est vrai, nous parlons des sujets qui sont très liés à l'actualité, mais très régulièrement, on oublie l'une des ingérences qui a marqué l'Afrique et l'Africain au fer rouge, de manière extrêmement dramatique. L'Afrique a subi plusieurs esclavages. L'esclavage européen dont nous tous nous connaissons, qui a décimé l'Afrique. Parce que pratiquement, c'est l'histoire qui se répète, même si elle bégaye. C'est les mêmes qui viennent... On prend les mêmes et on recommence finalement? Exact, plus ou moins. Avant que les Européens n'arrivent en Afrique, organiser l'esclavage pendant près de 5 siècles, 500 ans. L'esclavage la plus cruelle, la plus dure, l'ingérence la plus tragique qu'a subi le continent africain, c'est l'esclavage arabo-musulman. Cet esclavage, parce que l'esclavage des Européens, ça fait environ 400 à 500 ans sur le continent africain, mais les Arabes sont ingérés sur le continent africain et ont pratiqué l'esclavage pendant près de 13 siècles, donc 1300 ans, précisément 1270 ans, du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Donc les gars passent plus de 1000 ans à venir sur le continent, à arrêter les individus,
et aller chez eux travailler avec. Ce n'est que récemment, en 1920, hein, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, que l'on a commencé à mettre un thème à cela. L'esclavage des Arabes sur le continent africain. C'est-à-dire, les gars viennent, ils pillent les ressources. Vous voyez, en ce moment où pratiquement l'Afrique n'est même pas vraiment explorée, les gars ont quand même pillé l'Afrique d'au moins 17 à 40 millions d'individus. Vous savez, à l'époque déjà au Moyen-Âge, si vous enlevez 17 millions d'individus, même de nos pays aujourd'hui, si on enlève 17 millions de personnes, c'est qu'on a tué le pays. Oui. Les Arabes l'ont fait. C'est pourquoi ça passe inaperçu. Vous savez, en Iran, il y a des gens qui sont noirs comme vous et moi. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Ils sont très nombreux chez les Arabes. C'est des gars qui viennent du continent. Donc on a pris toute notre force là-bas parce qu'ils avaient besoin de ça pour travailler chez eux. Cette ingérence-là, c'est parce qu'ils avaient besoin de travailler chez eux et ils se sont dit, allons retrouver la ressource sur le continent africain. Ça, c'est l'une des plus tragiques. Moi, je pense que cela a un impact négatif sur le psychisme des Africains. Après cela, nous avons connu l'esclavage occidental. Des gens ont des plantations chez eux, en Amérique, sur les terres qu'ils viennent de conquérir, et ils se rendent compte que les Indiens sont extrêmement frêles, ne sont pas assez forts pour pouvoir cultiver et le café, et le cacao, et c'est pas quoi, les plantations de canne à sucre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ingèrent sur le continent africain. Ils pillent les hommes les plus robustes, les plus colossaux sur le continent. Ils partent là-bas cultiver les plantations de canne à sucre et du tabac. Soit dit en passant, c'est l'essence même de la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que d'abord, le continent américain est conquis par les Européens, notamment la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. Quand ils commencent à cultiver là-bas, il faut bien les machines pour transformer les grandes quantités de production. D'où l'avancée de la technologie industrielle. Et surtout, cela contribue à ce qu'est les États-Unis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que les États-Unis sont en train de commercer, ils se rendent compte qu'ils peuvent être indépendants des Anglais. Et les dispositions sont prises dans ce sens-là. De plus en plus, il y a un embargo qui est mis sur les produits venant, notamment le tabac venant de l'Angleterre, du continent européen. Et les Américains se développent dans ce sens-là. Là, nous sommes extrêmement loin. Nous sommes dans le passé lointain. Après cela, nous avons entendu parler les grands appels à l'abolition de l'esclavage. Nous avons vu la colonisation. L'ingérence par la colonisation, des gens viennent sur notre continent, ils disent qu'ils nous apportent la civilisation. Alors que notre ami, Dr Yam, tout à l'heure, pendant ses propos, a bien démontré que les gars ne peuvent pas nous apprendre la civilisation quand il y en avait chez nous plus que chez eux. La preuve en est qu'ils sont contents de venir déterrer nos morts pour essayer de comprendre l'histoire. Mais de quelle civilisation parlent-ils quand ils viennent chez nous? Ils viennent dans des sociétés qui sont organisées, avec des chefs, avec des cultures, avec des armées, avec des personnes qui travaillaient normalement. Des États bien constitués. Des États bien organisés. Oui. Ils essayent même, quand les Grecs quittent, en réalité, la civilisation grecque, plus en réalité pour les Européens, la Grèce est le berceau de la civilisation. Oui. Mais tous ces gars, les Socrates, mais les gars quittent tous là-bas pour venir en Égypte, auprès des prêtres égyptiens, apprendre ce que c'est que la démocratie, apprendre ce que c'est que la gestion de la cité, l'organisation de la cité. Ils rentrent en Grèce avec cela. Ils disent, voici ce qu'on fait, voici comment on organise le monde. C'est ça qui participe à ce que la Grèce devienne la première puissance mondiale. Et elle est construite comme elle est construite aujourd'hui, grâce justement aux constitutions africaines et surtout égyptiennes. Exact. Avec Alexandre le Grand. Ils apprennent ça ici en Égypte. Alors que quand ils viennent, ils disent qu'ils viennent nous apprendre. Au contraire, ils apprennent de nous. Et quand ils partent, ils nous annihilent. La preuve en est, nous parlons leur langue. Alors quand ils arrivaient, nous avions des langues. La preuve en est, beaucoup d'entre nous pratiquent littéralement les religions. Puis en réalité, au fond, ils ont pratiquement travesti même la parole de Dieu pour certains, pour atteindre des objectifs. Quand vous lisez les instructions données par le roi des Belges, Léopold II, aux colonisateurs venant sur le continent. Prêtres, pasteurs et tout ce qui va avec. Exact. Non. Allant au Congo belge de l'époque, donc le RD de Choulu, vous vous rendez compte que c'était pratiquement des militaires qui n'avaient qui avaient des soutanes. Qui n'avaient que des soutanes. En réalité, utiliser la Bible pour atteindre d'autres objectifs totalement différents des objectifs réels de la parole de Dieu. Quand vous avez eu tout cela, ces ingérences-là, nous connaissons les conséquences sur le continent africain. C'était un pillage systématique à tous les niveaux.
La colonisation passe. Ils ont créé ce qu'on appelle... c'est les travaux forcés. Oui. C'est en réalité, il fallait construire. Il y a une ville au Cameroun qu'on appelle Baganté. Eux, ils disaient quoi là? Dans la langue vernaculaire, ils disent c'est que nous avons refusé les travaux forcés. Parce que si vous venez, ils viennent dans vos villages, ils disent non, il n'y a plus la colonisation, mais on va construire le chemin de fer. On ne vous paye pas, on vous nourrit mal, on ne fait rien. Vous travaillez gratuit comme ça. Pendant qu'ils se font de l'argent, alors que les chemins de fer, même jusqu'à l'écartement aujourd'hui, ça n'aidait que à transférer les matières premières de l'arrière-pays vers les ports pour sortir. C'est pourquoi vous voyez, les principaux axes qui pouvaient participer à désenclaver le pays n'ont pas de chemin de fer. Tous convergent, si je prends le cas du Cameroun, tout vous verrez que ce soit à partir d'un Gabon, tout cela, ça converge pour aller au port de Douala, pour que la marchandise sorte. Rien de plus. Quand on a vécu tout cela, l'esclavage arabo-musulman, l'esclavage occidental, la colonisation, le néocolonialisme que nous vivons actuellement, car c'est l'exploitation du continent africain par personne interposée, en termes simples, beaucoup de nos dirigeants obéissent aux institutions qu'ils reçoivent de l'étranger. Là, alors justement, cela nous ramène à vos propos liminaires, cher Amingos. 2007, le président Sarkozy, quand il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? La France-Afrique, c'est terminé. Oui. Il n'y aura plus jamais de cela. Nous sommes en 2007. Nous savons comment il fait. Littéralement. C'était une première. Vraiment, on vit les moments historiques. Puis ça, dans le passé, ce n'était pas comme ça. Nicolas Sarkozy déploie les éléments du GIGN, Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale. Le GPI, c'est les forces spéciales de la GIGN en France. Il les déploie en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens, arrêter un chef. Ça, c'est de l'ingérence directe. Hein? C'est l'intervention directe. Là, c'est pas interventionnisme. Oui. Puisque parfois, pour tous les cas, vous allez voir dans le cas soit un RCR, que ce soit ailleurs, parfois ils utilisaient les mêmes soldats africains. Là, c'est pas les soldats africains. Puisqu'ils ne parvenaient pas à faire tomber l'armée ivoirienne. Là, il est content d'envoyer ces éléments. Là, je crois que il avait son aide de camp à l'époque, je crois qu'il est au juge général. Il envoie, c'est même la promotion en Côte d'Ivoire qui fait de lui général. Il envoie sur le terrain, il organise l'opération, que l'on rentre dans le palais, dans la chambre du président Gbagbo, que l'on arrête son épouse, on la martyrise, on l'humilie comme nous l'avons vu. On la viole même, il faut préciser. On a tenté de la violer. Oui. Que l'on traite le président Gbagbo de cette manière-là, c'est de l'ingérence brute, c'est de l'ingérence sauvage. Et en réalité, on a eu comme impression que c'était pour marquer les esprits de d'autres chefs d'État qui va essayer de... Personne ne lève jamais la tête pour dire non justement à l'Occident. Nous parlons le cas de la Côte d'Ivoire. Le second cas, justement, le cas de la Libye. Nous avons vu comment le président Kadhafi a été malmené. Comment les gens l'ont pratiquement trémalé dans le désert. Comme un gamin. Par qui encore? Par Nicolas Sarkozy, la personne qui jurait par tous les dieux que les interventions directes en Afrique, même par le biais de la France-Afrique, ne peuvent plus exister. Sarkozy passe. Hollande vient. Pratiquement sur les mêmes chants, les mêmes chansons. Mais les mêmes causes causant les mêmes effets, excusons la tautologie. Quelques temps après, il organise l'intervention au Mali. Quelques mois après, il organise l'intervention en RCA. Exact. Et nous connaissons toutes les conséquences. Et les soldats français qui violent les enfants, et les soldats français qui font la pédophilie sur les enfants, la zoophilie sur les enfants, et très curieusement, quand on arrête ces soldats, la France dit les juger. Et quand ils partent en France jusqu'à aujourd'hui, on a dit... On les a relâchés, ne vous inquiétez surtout pas. Il n'y a rien à voir. C'est de l'ingérence organisée. Quand nous sommes dans un contexte comme celui-là, avec ces différents éléments que je viens de brosser, mon cher Amingos, en fait, des personnes ont des besoins chez eux. Et ils estiment que pour régler ces besoins, pour faire face à ces besoins, il faut aller où il y a la ressource. Et la ressource humaine, et la ressource minière, et d'autres ressources. Et où est-ce qu'on peut trouver ces ressources? C'est sur le continent africain. Particulièrement sur le continent africain. De l'or, du diamant, les terres rares, de l'uranium, etc., etc., etc. Et avec les conséquences extrêmement néfastes que nous soulignons. Parce que même aujourd'hui, même dans les États, soit que l'on dit indépendants, nous connaissons comment les choses se passent. Que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est pas quoi, tous ces pays latinos-là. Il y a des études très simples, même par leurs organisations. Je prends un papier de cette année même, qui dit que les multinationales, la corruption
effectuées par les multinationales sur le continent africain, ça fait perdre au continent africain chaque année 184 milliards de dollars. 184 milliards de dollars, c'est plus de 80 000 milliards de francs CFA. Ça, ce n'est qu'une nouvelle corruption. C'est-à-dire, les gars viennent avec l'argent de la mallette, ils veulent tel marché, c'est pas quoi. Et ce sont eux qui ont institué d'ailleurs la corruption sur le continent africain. Parce que la corruption, elle n'existait pas. Non, elle n'existait pas. Donc ils viennent, ils veulent tel marché, un marché pour une entreprise qui vaut peut-être 100 milliards, ils vont acheter à 10 milliards et donner 1-2 milliards, c'est pas des individus. Ça fait que l'État rétrocommission. Or, une autre étude démontre que les difficultés importantes que vous et moi avons sur le continent, en matière d'électricité par exemple, c'est l'une des causes qui explique le fait que nous ne sommes pas industrialisés. Car une industrie lourde a besoin d'énergie. Rien qu'avec 55 milliards de dollars, on peut électrifier tout le continent africain. Rien qu'avec 55 milliards de dollars. Ça veut dire que l'argent qu'ils nous font perdre par la corruption, les 184 milliards, on peut électrifier près de 4 fois le continent africain avec ça. Ça, c'est le chiffre annuel. Alors que les 55 milliards, c'est à vie. À vie, oui. Et ça se comprend. Je vais dire, cette ingérence fait que sur le continent africain, nous avons des problèmes les plus élémentaires. Qui ne sont pas résolus. Oui. Sinon, est-ce que c'est explicable que l'une des premières entreprises du monde entier en ce qui concerne l'énergie nucléaire, c'est une entreprise française, Areva, que la première bombe qui a explosé à Hiroshima, l'uranium de soie soit venu du Niger. Que toute l'Europe soit éclairée parce que Areva exporte de l'uranium partout. Pratiquement. Et le vend sur tout le continent européen. Exact. Mais qu'à Niamey, il n'y ait pas d'électricité à plus de 2 km du centre-ville. Est-ce que c'est explicable? Ça, ce sont les conséquences directes de cette ingérence-là. Et pour cela, nous avons des exemples pratiquement partout, même au Cameroun. Quand vous allez à Edea, le barrage d'Edea, est-ce que vous savez, moi ça m'a surpris. Hein? Je travaille sur un projet, nous avons besoin de beaucoup d'éléments de carrière. Est-ce que vous savez qu'il y a des villages qui ne sont pas loin du barrage ici à Edea? Quelques kilomètres. Mais c'est pas électrifié. Vous parlez du barrage d'Edea seulement? Je vous parle du barrage de Sorlolo, à Masso qui n'a pas d'électricité. Je dis Edea. Il n'y a même pas une ampoule. À la Masso, c'est à Masso qui a le barrage de Sorlolo. Oui, je prends. Et puis c'est plus proche de nous. Je dis, il n'y a pas d'électricité. Les villageois. Très bien. Les villageois passent tous les jours là. Il n'y a pas d'électricité. Il y a des quartiers qui n'ont pas de poteau. Est-ce que c'est explicable? Donc, voilà. Parce que nous avons à côté de cette usine une grande multinationale à l'Ucampou, pas la cité, qui n'appartient pas à l'État du Cameroun, qui consomme la grande partie de l'électricité qui est produite, mais ce sont les Camerounais qui doivent payer les factures. C'est ça qui est la vérité. Et c'est extrêmement triste. C'est vrai. Quand on fait une thématique comme celle-ci, si on ne regarde pas ces angles-là, on peut se dire que cela n'a pas d'impact. C'est justement ça l'ingérence, hein, docteur Davaris Goudiou. Et nous, c'est cela. Le mois passé, les mois passés, moi j'ai eu des factures d'électricité à des coûts terribles. Mais quand vous parlez avec 2-3 personnes, il faut bien, vous savez, la stratégie maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer 225 000 par le mois. Hein. Oui, mais je vous assure. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là à la maison? Et des gens vous disent, en fait, quand il y a des pertes d'énergie n'importe où, vous devez payer. Payer. Ça, c'est le prix de l'ingérence. Ça, c'est le prix. Regardez le coût de l'électricité en France, par exemple. C'est-à-dire, les gars qui viennent piller chez nous, officiellement, ils doivent acheter, mais ils viennent piller. Et nous-mêmes qui produisons cela, nous avons peu des exemples. Qu'il y ait un barrage ici, que le village à côté n'ait pas d'électricité. C'est pas aberrant ça? Est-ce que c'est tolérable ce type de choses? Moi je pense que, et là, nous connaissons les conséquences. Quitte même ici à Douala, quitte à Yaoundé, des enfants qui meurent dans des couveuses parce qu'il y a une coupure de l'air, d'électricité, etc., etc., etc. Des gens qui s'alignent à longueur de journée devant les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être dialysés. On vous dit que l'appareil a des problèmes ou le groupe est tombé en panne. Ça veut dire qu'il va perdre sa vie parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et la variable explicative importante, qui n'est pas la seule, c'est qu'il y a des ingérences qui viennent de l'étranger, qui nous empêchent de pouvoir gérer nos pays pour satisfaire le bien-être de nos populations. Donc, mon ami Steve, la thématique est extrêmement importante. Et très large également. Oui, extrêmement importante, extrêmement large. Et ce sont les thématiques qui devraient nous pousser à refaire une introspection. Je vais sortir par là. Il y a des ingérences. Mais sincèrement, est-ce que nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que les ingérences sont faites sans le concours de certains d'entre nous? C'est la grande interrogation. Sans le concours de nos dirigeants?
Ça, c'est mon interrogation. Et je vais me tourner vers Paul là pour cette interrogation. Les Africains, je mets en premier, il faut le dire comme ça, Paul là, les gouvernants continuent à penser que les leucodermes sont des dieux devant qui il faut justement se plier, s'humilier, à la limite se rabaisser, et qu'ils ne peuvent rien justement sans ces leucodermes. Jusqu'à quand va-t-on continuer à penser ainsi? On va continuer à penser ainsi, Steve, tant que nous n'aurons pas compris, tant que nous n'aurons pas atteint la masse critique d'Africains qui comprennent, qui se révoltent intellectuellement et qui décident comme ça de façon collective de se libérer des géoles idéologiques que l'Occident nous impose depuis des siècles aujourd'hui. Et un peu à contresens d'Alvarez, sans vouloir faire une comparaison des bourreaux, la traite arabo-musulmane n'est pas pire, n'a pas fait connaître les pires affres à l'Afrique. C'est bien l'hégémonie occidentale qui a fait connaître les pires affres à l'Afrique, sans que ce ne soit le sujet. Et je suggère que vous organisez un débat là-dessus, parce que c'est un débat qui fait florès depuis des décennies au moins, et qui est très alimenté au niveau de la presse et des débats ici et là. Mais juste faire allusion au fait que, en réalité, quand on parle de la traite négrière et de l'esclavage, et qu'on parle de 5 siècles, c'est le strict minimum. Parce que quand on parle d'esclavage, il n'y a pas que l'esclavage physique. Quand on parle de colonisation, il n'y a pas que la colonisation physique. Il n'y a pas que le pillage des ressources matérielles et physiques. Il y a un pillage systématique, millénaire au moins, des ressources intellectuelles et qui ont une conséquence extrêmement grave, plus que toute autre conséquence. Je rappelle que la traite arabo-musulmane qui a fait 13 siècles en Afrique, sans vouloir la relativiser, n'a pas eu la capacité et le niveau de nuisance et de déstructuration des sociétés africaines. Il faut bien qu'on se le dise. Et quand on parle des 5 siècles d'esclavage en Afrique, en réalité, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la maltraitance esclavagiste et colonisatrice au sens physique du terme. Il faut regarder les fondements de l'hégémonie impérialiste et capitaliste qui, en réalité, déstructurent des peuples. C'est en réalité dans le sens vers lequel il faut regarder. Et quand on parle de déstructuration idéologique, structurelle et civilisationnelle des peuples africains, ça date depuis au moins Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, je vous rappelle que c'est environ 400 ans avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Et si on fait la comptabilité, en fait, des peines, des souffrances et des conséquences, puisque ça fait partie du sujet, de l'hégémonie extérieure et donc de l'ingérence extérieure dans les affaires africaines de l'Afrique en tant que peuple, l'Occident, l'Europe précisément, c'est plus de 2400 ans. Si on prend depuis Alexandre le Grand, qui a conquis l'Égypte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait le Grand, parce que c'était, dit-on, un grand conquérant. Quand on parle de Jules César et de l'époque de l'Empire romain, entre le 10e siècle avant Jésus-Christ et un peu après, avant le 5e siècle après notre ère, on se rend bien compte que les Romains ont continué la sale besogne des Grecs, avec notamment la destruction par le feu de la bibliothèque d'Alexandrie, justement pour dissimuler toutes les preuves et pour que aujourd'hui des incultes comme M. Sarkozy puissent dire au nez à la barbe des Africains que l'Afrique n'a pas d'histoire. Donc, regardons... N'est jamais entré dans l'histoire, en tout cas. N'est jamais entré dans l'histoire, n'a pas d'histoire, tout ce qu'ils veulent, ils disent tout et n'importe quoi. Mais qu'importe, les véritables Africains savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils valent, et ils savent que ils ont été et ils sont le fondement de l'humanité et ils seront la toiture de l'humanité. C'est en train de se dessiner. La maison du monde, la maison de l'humanité ne s'est jamais faite sans l'Afrique et ne se fera jamais sans l'Afrique. Nous sommes au début de toutes choses, nous serons à la fin de toutes choses. Et donc, l'ingérence occidentale, en réalité, est basée sur une seule chose. La civilisation occidentale qui est à l'agonie aujourd'hui et qui est en train de mourir aujourd'hui est basée sur une seule chose, en tout cas principalement de laquelle découlent tous les autres dérivés hégémoniques qu'on voit aujourd'hui. C'est la violence. C'est la violence. Tout a commencé avec la violence. Je vous ai parlé d'Alexandre le Grand. Vous pensez que les conquêtes qu'Alexandre le Grand faisait en Afrique et dans le monde, c'était en négociant avec les peuples qu'ils allaient conquérir? C'était avec la pire violence. Vous voulez qu'on parle des Romains?
avec Jules César et les autres. Vous voulez qu'on parle du début de l'esclavage et avant même l'esclavage, quand l'Europe sort quand même, je vous rappelle, d'une guerre de 100 ans. En 1453, il sort d'une guerre de 100 ans qui décime l'Europe, qui décime au moins la moitié de la population, non seulement par la guerre, mais par la peste noire. Et l'Europe se retrouve totalement à genoux. Et l'Europe va se refaire une santé, rappelez-vous. Rappelez-vous des croisades, rappelez-vous des bûchers, rappelez-vous de l'Inquisition. Il n'y a pas pire violence que ce qu'on appelle et ce qu'on considère comme une civilisation occidentale aujourd'hui. C'est Michel Onfray qui disait que une civilisation, en réalité, c'est une barbarie qui a prospéré. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est le cas avec l'Europe aujourd'hui. On parle de civilisation, on parle il s'érige en donneur de leçons, mais à qui veulent donner des leçons? L'Afrique, de laquelle ils ont tout tiré, depuis l'Égypte antique, tout appris, que ce soit la médecine avec le premier médecin le plus loin dans l'histoire connue qu'est Imhotep, avec Hérodote, le premier historien grec, qui lui-même dit qu'il a tout tiré de l'Afrique, notamment de l'Égypte antique. Vous voulez qu'on parle des pyramides de Kouch, dont on ne parle jamais précisément parce qu'aujourd'hui, dans la localité de Kouch, aujourd'hui, dans ce qui est considéré comme le Soudan, il y a des... Je vous rappelle que le Soudan d'aujourd'hui regorge de beaucoup plus de pyramides que l'Égypte. Mais posez-vous les vraies questions. Pourquoi on parle plus de l'Égypte et pas du Soudan? Mais parce que le Soudan, dans sa réalité actuelle, est encore noir. Oui. Et que ça va bien révéler que c'était un mensonge millénaire que l'Occident a voulu faire croire au monde entier et continue de vouloir faire croire au monde entier de mauvaise foi qu'il était impossible pour des Noirs de construire des pyramides, que eux-mêmes jusqu'ici, avec leurs prétendus... C'est plus de 3000 pyramides du côté du Soudan. À décrypter. Donc, la violence est à la base de la prétendue civilisation occidentale, de cette hégémonie, et laquelle violence s'est mutée en impérialisme capitaliste, qui, du fait justement de la rencontre, au moins depuis le 15e siècle, avec l'Afrique, sortant de sa période de crise majeure, avec après la guerre des 100 ans et la peste noire, l'Europe a besoin d'exister. L'Europe, sans l'Afrique, prenons seulement à partir de cette période, on peut aller plus loin. Mais à partir du 15e siècle, l'Afrique n'existe pas, que l'Europe, on ne parlerait pas d'Europe aujourd'hui. C'est comme ça que l'Europe, dans sa forme actuelle, de ce qu'elle considère comme un continent riche, et qu'il appelle fallacieusement le vieux continent par rapport à quoi? Les Européens, les leucodermes ne datent même pas, je ne sais pas s'ils ils existent depuis 10 000 ans, tandis que l'Afrique, c'est plus de 35 000 années. Je crois que c'est trop 6 000 ans. Les Occidentaux, les Blancs, qu'on appelle les leucodermes aujourd'hui. Donc, toute la prétendue civilisation de l'Occident est basée sur, 1, la violence, 2, le mensonge, et 3, la peur. Parce qu'ils sont en permanence en train d'agiter le spectre de la peur pour justement contenir les Africains dans leur géole idéologique. Et donc, quels sont les modes opératoires de l'Occident pour continuer à assurer l'ingérence? Ils ont, à mon sens, au moins 2 outils. Un des outils ou canal, c'est les endocolons, les Africains sur place qui servent de relais, qui n'ont d'Africains que le nom et peut-être la couleur de peau, mais qui en fait ne sont que des mandants de l'Occident. Et vous avez les institutions. Regardez très bien comment s'est développées les institutions depuis au moins le 19e siècle. Au moins. Avec d'abord la constitution des banques centrales, qui est une autre manière de maintenir les peuples dans l'hégémonie capitaliste, en les asphyxiant par la dette. Après, vous avez, à la suite de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, vous avez à la suite de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, les institutions dites de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Et vous comprenez que toutes les organisations internationales qui sont à la solde de l'Occident et précisément des États-Unis sont organisées, sont créées pour maintenir dans leur géole les peuples et précisément l'Afrique. Parce que, souvenez-vous que l'Afrique, ça a été dit sur ce plateau, c'est au moins 50% de toutes les ressources du monde en termes de richesse du sol et du sous-sol. L'Afrique, c'est le grenier du monde. Et quand vous vous rendez compte que l'Occident prétend nous apporter de l'aide, de la démocratie, les droits de l'homme, lesquels droits de l'homme sont basés sur la charte de Sundiata Keita,
du grand empire du Mali. 1325. Et que les empires, qu'ils soient du Mali, que ce soit l'Égypte antique et toutes les grandes civilisations africaines, n'ont pas attendu que l'Occident leur serve une pseudo-démocratie qu'on présente comme la panacée des modèles sociétaux et politiques. Mais c'est quoi les conséquences aujourd'hui de cette ingérence? C'est tout simplement que on est dans une aliénation culturelle structurelle, on est dans une dépendance politique structurelle, on est dans une dépendance autant pour moi économique avec la monnaie, le CFA et tout le reste. Donc, l'Europe, ça n'existe pas sans l'Afrique et ils estiment que du fait de cette ingérence politique, économique, financière, sociale, sociétale, ils ne peuvent exister. Et c'est pour ça qu'ils considèrent comme un horizon indépassable la spoliation de l'Afrique de façon éternelle. Tout à l'heure, si on a l'occasion, je dirais comment sortir. Mais l'une des possibilités, en tout cas la possibilité de sortir pour l'Afrique, c'est de s'organiser en elle-même. On a déjà parlé suffisamment de l'éducation, reformater les cerveaux qui ont été lobotomisés par la pensée coloniale, éduquer pour changer de paradigme et de logiciel de la pensée chez les Africains. Il y a également les défis sécuritaires, parce qu'on ne peut pas se développer économiquement si nos frontières sont poreuses d'un point de vue sécuritaire. Et enfin, il y a que nous devons enfin commencer à écrire notre propre histoire et à dessiner notre propre chemin. Albert Anatola, ici, il y a également que Polela a signé là, il faut le dire également, et souligné la peur, le mensonge, la distraction. On en parlait encore ici vendredi dernier. En tout cas, ce sont les méthodes utilisées par les Occidentaux. On ne va pas également oublier, Albert Anatola, ici, que l'Amérique a été conquise par les Européens qui ont décimé tous les Indiens, tous les autochtones qui étaient d'ailleurs sur le sol américain. N'est-ce pas ce qu'ils sont en train de faire avec cette ingérence? Ils veulent une Afrique sans les Africains. Et jusqu'à preuve du contraire, nous regardons en spectateurs. Finalement, c'est quoi une ingérence? Je pense qu'il va falloir rapidement définir ce que c'est qu'une ingérence. C'est le droit octroyé à un État supposé plus fort qu'un autre de s'occuper de ses affaires. Justement. Sur son territoire, ayant le mandat d'une institution supranationale. C'est ce qui se passe, notamment sur le continent africain, parce que nous constatons, malheureusement, avec quelquefois beaucoup de désolation, que c'est beaucoup plus le continent africain qui est plus visé par l'ingérence. Vous avez pris tantôt quelques cas d'école qui sont relativement récents, notamment la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Irak et consorts. Oui, là il s'agit de l'ingérence, n'est-ce pas, politique. Oui. Mais vous oubliez également qu'il y a de l'ingérence humanitaire, il y a de l'ingérence économique, parce que toute cette ingérence, il se base sur quoi? Parce que c'est lorsque vous regardez notamment l'achat de l'impérialisme, c'est un peu le soubresaut légal, c'est-à-dire le soubresaut légal de cette affaire-là, qui devrait donner la possibilité à ceux qui se disent plus forts, c'est-à-dire militairement parlant bien sûr, de pouvoir imposer leur ordre, leurs désidératas, leur façon de faire aux ceux qui se considèrent comme étant les plus faibles. Et soutenu en cela par ce que nous pouvons appeler les accords de défense. Oui. Et là, les accords de défense, c'est quoi? C'est que, justement, vous avez donc quelques, j'ai envie de dire, quelques naïfs locaux qui ont cru que, lorsqu'ils ont un problème sur le continent africain, ils doivent se référer immédiatement à l'extérieur. C'est la France, notamment, parce qu'il faut parler de la France, parce que c'est la France qui est le cheval de Troie de tout ce beau monde-là, qui va souvent prendre le mandat de l'ONU, qui est également une autre imposture institutionnelle mondiale. Donc, alors, vous avez donc justement la France qui doit pouvoir, à travers ces accords de défense, venir vous protéger. La preuve, c'est que lorsque vous avez un dirigeant africain qui a un souci en interne, pour gérer un problème interne qui concerne déjà avec son peuple, eh bien, ils appellent la France à la rescousse. Et la France ne vient jamais seule. L'exemple du Mali est assez éloquent. Vous avez le cas de la Côte d'Ivoire où, justement, M. Sarkozy s'est donné la liberté d'aller détruire, d'aller tuer les... Avant lui, il y a eu, je crois, M. Mitterrand, il y a eu Mitterrand, je crois, avant lui, il y a eu Mitterrand, qui allait tuer, parce qu'il ne faut pas oublier la destruction de l'aviation
ivoirienne à l'époque, je crois que c'était Mitterrand qui était en cause d'affaires, avec le nombre de morts qui s'en est suivi. Donc, c'est donc ce qui peut donner la liberté à un pays comme la France et ses alliés, comme ils le disent, d'aller bombarder et d'aller détruire, parce que très souvent ils organisent leur guerre très loin, mais alors très loin de leur territoire. Il y avait donc cette ingérence étrangère, notamment cette ingérence militaire. Vous avez l'ingérence humanitaire. Nous connaissons ce qui s'est passé il y a quelques années du côté, n'est-ce pas, avec la guerre du Biafra, avec la famine en Éthiopie. C'est-à-dire que les gars, ils organisent justement les famines sous la couverture n'est-ce pas, de la mission, des missions humanitaires. Ils viennent justement faire le désordre chez vous. Il y a également l'ingérence économique. Naturellement, tout à l'heure, je crois que c'est Diam qui parlait, n'est-ce pas, du FMI et la Banque mondiale, c'est qu'ils arrivent, ils estiment que pour que vous puissiez être au même niveau que vous, il faut qu'ils vous gardent, n'est-ce pas, d'aide. Mais bon Dieu, est-ce que les Africains et l'Afrique ont besoin d'aide? Je ne pense pas du tout. L'exemple que vous prenez, j'aime beaucoup plus rentrer dans le contexte africain. Parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes dans la mondialisation ou la globalisation, tout ce que vous voulez, c'est l'Afrique qui nous intéresse. Ça ne veut pas pourtant dire que ce qui se passe ailleurs ne doit pas nous concerner. Ça nous concerne au plus haut champ. Ce qui nous concerne, ce qui concerne l'Africain, c'est quoi? C'est que aujourd'hui nous avons un problème. Notre problème, c'est le modèle. C'est d'abord le modèle dirigeant que nous avons à faire. Le modèle démocratique qui nous est imposé, parce qu'il faut quand même souligner, je crois que c'est là qu'il a indiqué, qu'avant le modèle de démocratie, l'Afrique avait une démocratie. Dans le Congrès africain, je crois que nous avons le concept de l'arbre à palabre. Oui. L'arbre à palabre, c'est quoi? C'est le tribunal. C'était le tribunal communautaire qui gérait justement les conflits, les litiges qui pouvaient naître au sein de la communauté. Nous avions des sociétés qui étaient organisées en chefferie. Ça veut dire qu'ils ne nous ont pas appris à nous organiser. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, justement, c'est quoi? C'est que ce sont nos richesses. C'est les ressources naturelles. Il n'y a pas les ressources minières. C'est du sous-sol, du sol qui les intéresse. Et il faut justement qu'ils utilisent les concepts pour nous enfumer. Pour enfumer justement les Africains, pour enfumer les dirigeants. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que même les dirigeants, ce que j'appelle souvent les animateurs politiques, qui font la promesse du changement, vont justement à cette école-là. C'est-à-dire que lorsqu'il faut résoudre notamment un problème, par exemple, au nord-ouest, ou bien en Centrafrique, il faut appeler à tout peu la France, la Grande-Bretagne, les Nations Unies, la France, ou bien le Conseil de sécurité. Ouais, c'est le cheval qui a les gros sabots, le Conseil de sécurité, pour venir régler nos problèmes. Alors que nous savons que ces gens n'ont jamais réglé un problème nulle part. Bien au contraire, ils ont toujours créé le chaos. Nous avons les exemples qui sont légion. Pour l'ONU, on sait ce qui s'est passé avec l'ONU du côté d'Irak. Nous savons ce qui s'est passé avec l'ONU et l'OTAN du côté de la Libye. Nous savons ce qui s'est passé avec l'ONU du côté de l'Afghanistan. Nous savons ce qui s'est passé avec l'ONU du côté de l'Éthiopie. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour résoudre un problème politique sur le continent africain, quelqu'un qui a le mandat, par exemple, du peuple, demande que ce soit les Nations Unies qui viennent gérer cette affaire. Je crois que nous avons un problème. Un très, très gros problème. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, justement, c'est que les gens, comme nous avons l'habitude de dire, ils regardent le doigt et non la lune. C'est-à-dire, je sais pas de nos... Vous lui montrez le doigt, la lune, il vous montre du doigt. C'est-à-dire, les concepteurs de la tenance ou du changement, au lieu de regarder la lune, ils regardent le doigt. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut changer le système. Je parle de ce système-là qui nous est imposé. Parce qu'en réalité, ils vivent de ce système. C'est-à-dire la corruption, oui, la ruse, la violence, le meurtre, les assassinats, puisque nous comptons, le mensonge, la distraction. Nous comptons des assassinats politiques sur le continent africain pour ceux qui ont osé leur dire non. Et là, il faut, à mon sens, que les Africains, je parle de la société civile notamment, ou les intellectuels, d'une manière générale, s'organisent et demandent des comptes à ces gens-là. Parce qu'il faut quand même se dire une chose. Les milliers de morts causés par la traite négrière, les milliers de morts causés par la colonisation et le néocolonialisme, les milliers de morts causés par l'interventionnisme et surtout
J'allais dire, parce qu'il ne faut pas quand même oublier. Parce que très souvent, lorsque j'entends pas de certaines de ce genre de massacre du côté, ou de ce théâtre du côté de la CPI, notamment pour ce qui concerne les génocides rwandais, qui, justement, dédouane les responsabilités des dirigeants français, mais va plutôt piocher à l'intérieur des dirigeants, ou bien des auteurs, de certains auteurs du côté du Rwanda, j'ai l'impression qu'on se moque du monde. Donc je pense qu'il faut donc amender les intellectuels africains, la société civile africaine, en tout cas toute la composante communautaire africaine, demande des comptes. C'est-à-dire que porte plainte aux auteurs de cette affaire, parce que ça ne peut pas passer en perte et profit, comme par exemple ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme ce qui s'est passé en Libye, comme ce qui s'est passé du côté de la Centrafrique, par exemple, du Mali, du Niger, ce qui se passe actuellement au Mali, ce qui se passe actuellement du côté du Sénégal, parce que la France est derrière, il faut le dire, comme ce qui s'est passé au Cameroun lors des luttes d'indépendance, parce que ça ne peut pas passer en perte et profit. Il faut bien que quelqu'un paye la note et réponde de ces actes. En tout cas, pour vous, il faut que quelqu'un paye la note et réponde justement de ces actes, parce que ça ne peut pas partir en perte et profit. On va retourner du côté des États-Unis pour retrouver le docteur Paul Bekima. Docteur Paul Bekima, jusqu'à preuve du contraire, vous avez suivi Albert Anatola ici. Et les autres, je vais accorder, il faut le dire, hein, à chaque intervenant 4 minutes seulement, parce que les téléspectateurs vont devoir appeler, c'est leur émission. Docteur Paul Bekima, je vais revenir avec vous, je poserai cette question, comment comprendre, quelle est cette pensée de l'Africain qui pense que l'aide viendra du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne? Comment passer encore le temps à réfléchir ainsi, alors que nous sommes en plein 21e siècle, nous sommes en 2021, pour résoudre un problème, il faut passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Steve Boss, je vais toujours le dire, vous avez toujours d'excellentes questions et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les brillantes interventions des uns et des autres. Vous embrayez ainsi dans la partie conséquences, parce que nous sommes dans les conséquences, les symptômes, c'est-à-dire on voit les symptômes de quelque chose, c'est-à-dire des conséquences dévastatrices de cette domination sans partage du monde occidental. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'Africain d'aujourd'hui, vous devez comprendre quelle est la mentalité occidentale qui a créé l'Africain d'aujourd'hui. Et il n'y a rien de mieux que quand on veut comprendre déjà un peuple, de comprendre quels sont ses héros. C'est-à-dire, on a eu affaire pendant très longtemps à une civilisation qui nous a façonné. On parle leur langue, on a leurs habitudes. Et alors que dans cette civilisation, la criminalité est un moyen honorable de promotion sociale. Voilà l'un des problèmes. Nous sommes le produit ou le sous-produit de cette civilisation. Cela était vrai hier, cela l'est encore vrai aujourd'hui. Lorsque vous lisez les livres d'histoire de l'Europe, les livres qui nous apportent, et c'est ce qu'ils appellent l'histoire, quels sont leurs héros? Monsieur Ella a parlé d'Alexandre le Britannique, le gars qui est au départ de toutes les croisades, de Richard Cœur de Lion, l'un de leurs héros dans les croisades, de Henri le Navigateur, le gars qui a décidé de venir vers les côtes africaines. Chez les Britanniques, on parle du capitaine Hawkins. Aujourd'hui encore, les bourses Cecil Rhodes. En France, on célèbre Napoléon. D'ailleurs, quand les criminels français meurent dans leurs aventures en Afrique, où est-ce qu'on les honore? C'est aux Invalides à Paris. Les Invalides, c'est quoi? C'est la tombe de Napoléon. Donc, la mère de toutes les conséquences, et je crois qu'on l'a évoqué, c'est que nous sommes dans cette situation-là parce que nous avons perdu de la puissance. Ça, c'est la mère de toutes les causes. On n'est pas puissant, on n'a aucun pouvoir. Et quand vous perdez de votre puissance, vous perdez votre sens d'organisation, vous perdez votre initiative historique, vous devenez des gens pessimistes qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'Africains qui sont dans une espèce d'équilibre instable. Et c'est un équilibre malheureux, tiennent à préserver cet équilibre-là. Un équilibre dans lequel ils sont des inférieurs et les Blancs sont des supérieurs. Et vous allez voir beaucoup s'associer, disons comment, aux Blancs pour combattre les Noirs comme vous, qui essaient de leur démontrer que mais, cet équilibre est malsain, que ça ne doit pas être ainsi,
et que en fait l'Afrique doit reprendre son initiative. C'est pour ça que tous ceux qui veulent et qui se sentent à l'aise dans ce mauvais équilibre, c'est eux qui vont penser que les Nations Unies vont résoudre leurs problèmes, que le FMI va venir améliorer leur économie, que les programmes européens vont améliorer la qualité de leurs universités. Donc, voilà. Mais c'est une affaire. Et quand on va arriver au cœur, aux alternatives, c'est la chose, je vais beaucoup insister dessus, c'est-à-dire, ça me tient à cœur, les solutions. On va comment dire, parcourir tous ces problèmes et solutions, même au plus profond de la chaîne nucléaire, il y a des gens qui trouvaient des solutions. Donc, voilà. On va rester avec vous, Dr Bikima, depuis les États-Unis. Commencer justement à égrener les solutions et surtout les alternatives, comme vous avez commencé à le faire. Nous vous accordons encore 4 minutes pour égrener justement cela. Ah, mais merci. Il y a Dr Ngudjo et Paul Ella qui ont abondamment parlé de la traite arabo-musulmane, apporté la pression que elle ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire au moment où les Européens sont en Afrique, cette traite-là continue dans la côte Est. Comment ça se passe? Vous savez que les Britanniques sont les derniers à pratiquement rentrer dans la traite négrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit entre la papauté et la royauté britannique. Élisabeth Ier réussit à négocier et les British entrent. D'ailleurs, c'est eux qui professionnalisent et qui industrialisent cette crise. Quand ils entrent, ils chassent les Portugais de la côte de l'Afrique de l'Ouest. Les Portugais descendent vers l'Afrique centrale. Il y a une très grande guerre. Et là, dans l'histoire, on n'aime pas le dire assez. Au Congo, parce que le roi Chamba Bilongongo, il a lutté. Le Congo a été indépendant de 1590 à 1800 de l'Angola. Il trouve la résistance de la reine Zinga. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Les Portugais vont donc sur des pays vers l'Est et vont donc faire tous les trafics avec les Arabes. Les Arabes. Donc maintenant, cela étant dit, pour parler donc, vous avez dit quelques solutions. Un, j'ai dit qu'on doit tout faire pour reconquérir la puissance. Et j'ai même un livre que j'ai envie de vous présenter parce que les choses là n'ont pas été oubliées. Il y a ce livre-ci que les gens ne regardent pas beaucoup. Ça a été écrit par Amos Wilson, que les gars ont fini même par assassiner. C'est un livre de plus de 1500 pages. D'ailleurs, je vais vous l'amener. C'est-à-dire, il y a Cheikh Anta Diop qui nous a donné la base théorique sur laquelle on va s'appuyer pour nous réorganiser. Il y a Marcus Garvey qui nous a montré des moyens pratiques de le faire. Et comme on disait, d'un point de vue même académique, on gagnerait beaucoup à étudier l'histoire de ce roi, l'histoire de la reine Zinga, et plus fort encore, on gagnerait extrêmement à étudier l'histoire de Chaka. On présente Chaka de façon folklorique, mais Chaka est l'Africain qui a résisté le plus longuement à la pénétration occidentale. D'ailleurs, il y a un document que l'on cache beaucoup, ce document c'est dévastateur, pour que les Africains apprennent même comment est-ce qu'ils devront signer les contrats avec le monde occidental. C'est le document signé par Chaka quand il permet aux Juifs de s'installer sur le territoire. Et c'est un document de droit extraordinaire. Il leur dit, nous, Africains, on est là pour protéger les gens qui sont persécutés partout. Voilà un territoire qu'on vous donne. Première condition, si vous agrandissez ce territoire, le contrat devient caduc. Deuxième, vous vous associez d'une manière ou d'une autre à l'un de nos ennemis, c'est terminé. Trois, vous vous ingérez dans nos affaires, le contrat est terminé. Et ainsi de suite. Donc, peut-être quand il viendrait, je vais m'arranger à vous apporter ce document. Nous avons des référentiels aujourd'hui théoriques, nous avons des référentiels historiques pour que l'Afrique puisse renaître. Parce que, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Pour bien comprendre comment
fonctionnent vos ennemis, vous devez connaître leurs objectifs. C'est avec leurs objectifs que vous pourriez, comment dire, les combattre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire avancer? La globalisation et le réchauffement climatique. Pourquoi? Ils veulent contrôler toutes nos matières premières parce qu'ils veulent passer maintenant dans ce qu'on va appeler les énergies ou renouvelables ou tout ce qu'ils veulent. Il leur faut le cobalt et le lithium. D'où l'accélération des guerres au Congo et il y a des nouveaux groupes islamiques qui ont été trouvés là-dedans. Et la chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train d'essayer de considérer d'un point de vue de leur nouvelle technologie le passage de ce qu'on appelle le big data au blockchain. Et ce passage-là, le big data a beaucoup utilisé des choses comme le coltan pour accélérer les choses. Vous les voyez, ils disent qu'ils veulent passer maintenant du silicone à des produits un peu carbonés. Ce n'est pas un hasard si la Banque mondiale a commandé l'étude a commandé une étude pour faire l'inventaire de toutes les terres rares qu'il y a en Afrique. Ça va accompagner cette révolution du blockchain. Donc, on doit faire très, très attention. Tout ce que les Occidentaux font est extrêmement calculé. Et ils ont appris la communication. Et il y a des livres, un autre livre que je veux présenter, ici, Public Opinion. Voilà l'un des plus grands théoriciens de comment est-ce qu'on va manipuler les peuples. Ils ne le font pas par hasard. Ils ont des théories. Ils se retrouvent dans leur groupement secret. Nous devons aussi apprendre à travailler dans le secret. On n'est pas obligé de venir faire publier tout ce que nous avons envie de faire. On n'a pas fait tout. Bilderberg Group, quand ils se réunissent, vous n'êtes pas là. La commission trilatérale, vous n'êtes pas là. Même Davos, ils invitent un ou deux de vous pour jouer un peu les trucs, c'est pour les photos. Après qu'un prenne une décision, aucun de vous n'est là. Les Africains doivent apprendre à travailler dans le secret. Parce que quand vous travaillez dans le secret, au moins, vous avez des méthodes asymétriques que l'autre ne contrôle pas pour réagir. Mais n'oublions pas que nous sommes en guerre. Et voici comment il va être clôturé. Il va être clôturé avec les paroles de quelqu'un que considère comme mon maître, le docteur John Henry Clark. Il a dit que nous, Africains, notre devoir est de tout faire pour essayer de changer le monde pour le meilleur. Ça a toujours été notre mentalité et ça le sera toujours. Mais si jamais on ne réussit pas à faire changer le monde et à le rendre meilleur, non seulement pour nous, nous avons le devoir de le détruire. Voilà. Oui, nous avons pour devoir de changer le monde et surtout le rendre encore meilleur. Je vais me tourner vers vous, docteur Yambin Timba. Jusqu'à peu de contraire, le docteur Paul Bekima nous fait comprendre une chose. Il faut que l'Afrique retrouve de sa puissance, retrouve de sa superbe, retrouve son pouvoir, sa confiance et surtout son équilibre pour justement montrer à la terre entière qu'elle a toujours été le continent sur lequel il faut compter. Tel est mon propos. Je partage parfaitement ce point de vue parce que tel a été mon propos lors de ma première prise de parole. J'aimerais juste faire une petite remarque ou deux ou trois petites remarques. Onfray, Paul Elaki parle de Michel Onfray. Michel Onfray a tort dès qu'on sort de l'Europe. Si vous restez en Europe, effectivement, toutes les civilisations ne sont que des barbaries qui ont prospéré. Vous regarderez, toutes les civilisations occidentales ont commencé par du pillage, de la rapine et des guerres. Absolument. Il a raison. Absolument. Mais quand vous sortez de l'Europe, c'est pas vrai. Absolument. Les civilisations africaines n'ont pas prospéré sur de la rapine et de la guerre. Donc, mais c'est un trait d'esprit européen. Sauf que, parce que c'est dans le sens de l'idée, sauf que justement, et merci de préciser ça pour les téléspectateurs, justement dans l'esprit, même de Michel Onfray, parce que j'ai suivi toute sa vidéo, il parle justement de la civilisation européenne. Oui. Et justement de ce caractère de violence et d'appropriation malsaine de ce qui lui appartient. D'arrachement, oui. Absolument. Mais cela révèle un trait d'esprit de l'Europe. Vous savez, il y a beaucoup de grandes marques aujourd'hui. On va vous dire que ce sont ces grandes marques industrielles sont à la base du développement fulgurant des États-Unis ou du monde occidental en général. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les découvertes scientifiques et techniques, une bonne partie des inventions techniques qui ont été réalisées au 19e siècle, au 18e, entre le 18e, le 19e et même le 20e siècle dans le monde occidental, l'ont été par des Africains. Mais Internet
probablement la plus grande merveille du XXe siècle et du XXIe siècle, mais ça a été découvert par qui? Ça a été théorisé par un Nigérian. Ça s'appelle Emeagwali. Sauf que dans certaines représentations, là, il vit encore, hein, il n'est pas encore mort, mais dans certaines représentations, déjà maintenant, on le présente comme un blanc. Il est encore là. Oui, oui. Mais on le présente déjà avec la peau blanche. Mais c'est ça l'esprit occidental. Et c'est ça que je retiens de Michel Onfray. Effectivement, c'était bien qu'il rappelle que il parlait de la civilisation occidentale. Mais c'est parce que c'était le cas que j'ai voulu m'approprier cette idée pour la repréciser. Merci. La guerre qui existe entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement, mais qui commence à devenir une guerre entre le reste du monde, tout le reste du monde et l'Afrique, doit nous révéler, doit nous attirer notre attention sur le fait que on ne jette pas, on ne s'intéresse pas à quelque chose qui n'a pas de valeur. Si le monde entier s'intéresse à nous, si le monde entier a besoin de revenir vers nous, ici à préciser quels sont les différents types d'ingérence, oui. Je pense que nous devons savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose d'important de notre côté. Le franc CFA, l'OADA, la francophonie, le Commonwealth, l'organisation de la conférence islamique, les opérations sous couverture. Pardon? Comme de Paris et de Londres. Commonwealth, oui, enfin, arrêter toutes ces organisations-là. Oui. Et les opérations sous couverture, qu'on appelle les missions de l'ONU, MINUSCA, MINUSMA, MINUSMI, MUNI au Congo, machin. C'est des opérations sous couverture où il faut garder un certain contrôle, mais de manière soft. De manière soft. Ben, évidemment, lorsque des blindés de l'ONU tombent quelque part et on voit des choses qui ne sont pas forcément des médicaments en sortir, il faut aller savoir ce que ça faisait là. Lorsque vous avez des personnes qui se retrouvent dans certaines situations, dans certains pays, vous demandez comment elles se retrouvent là, vous ne savez pas pourquoi. Et vous avez des missions des Nations Unies qui ont des budgets 2 fois plus élevés que les budgets de certains pays d'Afrique. C'est le cas de la Centrafrique. Vous posez des questions. Pourquoi est-ce que cet argent n'est pas mis à la disposition de la Centrafrique? Une telle ingérence indique clairement que les gens ont des objectifs qui n'ont rien à voir avec la paix dans le monde. Mais, voyez-vous, tout cela repose aujourd'hui en grande partie sur un problème essentiel dont nous avons à discuter sur ce plateau, le problème des élites africaines. Ceux qui sont considérés comme nos élites aujourd'hui, ont-ils la capacité à diriger nos nations, à les porter? Parce que quand vous parlez de pays continents comme l'Afrique, ben, il ne s'agit pas de gens sans substance. Il vous faut une base, un fondement. Il vous faut un socle. Un socle. Et vous devez être arrimé, vous devez être planté dans un socle tellement profond qui soit tel que quand vous parlez, on voit l'Africain. C'est-à-dire que ça pétille, ça vibre, ça frissonne, c'est les lumières. C'est-à-dire que c'est l'Africain qu'on voit. Malheureusement, vous avez des gens qui passent leur temps à vous donner le sentiment qu'ils mangent plus de la ratatouille au gingembre que du mbongo chowi. C'est trivial de parler comme ça, mais c'est une manière de dire que... Parce que les gens ont tendance à croire que la nourriture n'est pas culturelle. La nourriture est culturelle. Totalement et entièrement culturelle. Oui. Donc, vous avez des gens qui sont complètement déconnectés de leur culture et qui sont en réalité les suppôts de ceux qui viennent dominer l'Afrique, et vous vous demandez mais pourquoi l'ingérence persiste. Mais ça persiste parce que vous avez en réalité des relais de ceux qui pillent l'Afrique, de ceux qui convoitent l'Afrique, qui sont installés là et qui n'ont aucune envie que l'Afrique soit restaurée. Et la restauration des solutions sociales et politiques originales de l'Afrique passera donc par ce type de nouvelles élites. Et ces nouvelles élites vont poser l'un des plus gros problèmes auxquels ils vont être confrontés, ça va être la question religieuse. Les Arabes ont pillé, en réalité ils ont détruit, ils ont tué autant d'Africains que l'esclavage européen. Le problème c'est que chez eux ça ne se ressent pas, parce que ça a duré 3 fois plus longtemps que ce que les Européens ont fait. Parce que si vous... C'est quand même 13 siècles l'esclavage, hein, docteur Yamdimba. C'est pour ça que l'esclavage arabo-musulman. Ça a duré plus longtemps. Oui. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Oui. Mais en intensité, l'esclavage européen a été plus fort. Et donc, cet esclavage... Mais en réalité, c'est la même... C'est exactement la même violence. C'est exactement le même impact. Mais l'impact arabe est beaucoup plus important parce qu'aujourd'hui, les Africains islamisés
ont le sentiment que c'est leur religion. Il y a même nos frères de la diaspora qui ont été les descendants des esclaves, qui à un moment donné ont cru qu'en s'islamisant, ils s'occupaient du monde européen alors que l'islam n'a rien à voir avec l'Afrique. En fait, c'était les petites choses. Vous voyez que la question religieuse dans la restauration des solutions sociales et politiques de l'Afrique est une question extrêmement complexe et subtile, où il faut voir comment est-ce qu'en 13 siècles, un certain nombre de personnes, du fait de l'esclavage et de cette domination arabe, ont marqué substantiellement le continent africain. Mais les autres, ça a été tellement brutal qu'en une période 3 fois moindre, ils ont tué autant de monde. Et quand on dit ils ont tué autant de monde, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que cela représente entre 400 et 600 millions de personnes tuées par les Arabes et autour d'un demi-milliard de personnes tuées par les Européens. C'est les études scientifiques qui le prouvent. Donc les Arabes et les Européens ont exterminé en Afrique en 14 siècles 1 milliard de personnes. Bon, on trouve quand même qu'il y a des génocides beaucoup plus importants dans le monde que celui-là. Donc, l'autre élément essentiel auquel devront faire face les nouvelles élites africaines, ça va être la question de l'éducation. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons sur ce plateau montre tout simplement que nous avons eu de la chance de recevoir une éducation qui est quand même assez particulière dans notre environnement. Toute notre éducation est censée nous mouler exactement comme des petits Européens. Mais par quel miracle nous retrouvons-nous sur ce plateau à refuser cette éducation, d'être les produits de cette éducation et à vouloir défendre l'Afrique, que cette éducation nous pousse à détruire, à mépriser. Vous voyez que c'est une question fondamentale, l'éducation, parce qu'elle doit préparer les jeunes générations à prendre le relais. Frédéric Douglass disait c'est plus facile de structurer de jeunes enfants que de vouloir réparer de vieux hommes brisés. Et je pense que la plupart des hommes qui vivent aujourd'hui en Afrique, quand je parle des hommes, mais en général les Africains, sont tellement brisés que ça va être extrêmement difficile. Mais les nouvelles élites, en préparant mieux la jeunesse africaine, qui est aujourd'hui quand même, en Afrique, on a 70% de la population qui a moins de 25 ans, donc on peut encore mouler les gens pour avoir un continent meilleur demain. Il n'y a pas d'autre alternative à l'ingérence, que ce soit l'ingérence humanitaire, l'ingérence politique, l'ingérence économique, l'ingérence démocratique. Démocratique. Bon, enfin, disons, elle est politique, celle-là. Quel que soit le type d'ingérence que nous allons considérer, nous avons une seule voie par laquelle nous allons mettre fin à tout cela. Et cela nous a été donné par nos aînés. Nous ne créons rien ici. Nous avons Africa Must Unite de Kwame Nkrumah et nous avons la proposition d'un État confédéré africain de Cheikh Anta Diop. Une telle convergence de vues pour des gens qui venaient d'horizons très différents montre clairement qu'il y a de la pertinence dans cette voie-là. Et évidemment, l'histoire leur donne raison parce que vous ne pouvez pas opposer le Gabon à la Chine. Vous ne pouvez pas opposer la Guinée équatoriale à l'Allemagne. Vous ne pouvez pas opposer le Cameroun, mettre le Cameroun devant les États-Unis. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé de dire, par exemple, dans le cas de soit vous faites des blocs régionaux, si vous prenez l'Afrique centrale, CEAC, ça fait 400-500 millions d'habitants, c'est quand même du sérieux. Ça peut parler face à l'Europe, ça peut parler face à d'autres pays. Mais notez quand même au passage que même l'Europe a du mal à parler devant la Chine aujourd'hui. Que les États-Unis sont obligés de bomber le torse et de se fonder sur leur technologie militaire pour parler à la Chine. Mais quelquefois, sur des menaces militaires. Allons-y rapidement, messieurs. Oui, bien sûr. Et le temps nous est imparti, plus que... Je vais conclure en disant simplement que... en tout cas, les gens ont compris l'alternative que je propose, à savoir un État confédéral africain, que l'Afrique soit unie, parce que c'est ça qui va nous permettre, en réalité, si vous voulez, de restaurer un certain équilibre dans le monde et d'apporter une certaine paix dont le monde a vraiment besoin. Mais c'est là la base de la puissance que nous devons déployer pour, non pas, nous ne sommes pas là pour faire de la vengeance, parce qu'elle n'aide rien du tout. Absolument pas. Nous sommes là pour préserver des choses aussi simples que la diversité du stock génétique africain dont le monde entier a besoin. Nous sommes là pour protéger par exemple la diversité du stock génétique humain, mais également du stock génétique biologique de l'Afrique qui est plus important que celui du reste de l'humanité, du reste des autres continents. Nous sommes là pour protéger en réalité la survie de l'espèce humaine. Plus que 20 minutes pour sortir de cette édition, hein. Pourtant nos téléspectateurs auraient voulu participer également. Docteur Dalvaris Goudiou, finalement il faut dire également à nos téléspectateurs et à tous les Africains
que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre cette ingérence. Nous sommes en guerre également contre ces Africains qui, il faut le dire, sont le relais de ces Occidentaux qui s'ingèrent dans les affaires africaines. Justement, Steve, et dans ma première prise de parole, nous avons abordé quelques cas d'école, Oui. notamment la Côte d'Ivoire, notamment... J'accorderai 3 minutes à chacun. Oui, et le bilan est là, parlant des conséquences. Depuis qu'il y a eu cette ingérence en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui... Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Non, il y a des changements, mais des changements très Négatifs. Généraux qui meurent, empoisonnés, ministres, premier ministre, tout le monde meurt. Le pays continue à s'enfoncer. Oui. La souffrance est pratiquement partout. Les gens parlent d'un taux de croissance dont nous ne voyons pas l'impact positif sur la vie de la population. Pour le cas de la Libye, on voit les conséquences de cette ingérence. L'État est totalement démembré. Les djihadistes sont pratiquement partout. Les Libyens qui n'achetaient pratiquement rien font des lignes, des ronds pour pouvoir s'approvisionner en gaz. Et un certain nombre de puissants de l'OTAN ont pratiquement pris tout le territoire. Et pour cela, on peut citer encore partout. Au Mali, nous connaissons aujourd'hui que l'État malien est pratiquement un État failli, qui n'a pratiquement pas d'armée et qui veille à ce que le Mali n'ait pas d'armée. C'est encore la France qui a organisé l'ingérence et qui a organisé la destruction de la Libye, utilisant les éléments armés en Libye, leur promettant un État au nord du Mali. Ici, à côté de nous, les conséquences de ces ingérences, on les voit avec la RCA. L'État est extrêmement affaibli, scrouant sur un embargo extrêmement rude et qui veille à ce qu'il ne puisse pas s'approvisionner en matériel militaire pour faire face aux rébellions. C'est encore la France qui a fait toutes ces ingérences-là. Et pour sortir, comme le temps imparti est déjà là, tout est clair. Le docteur Yama dit quelque chose de pertinent. Et ça, c'est les fondamentaux. Oui. On ne peut pas facilement faire face à une population quand elle est éduquée. C'est l'éducation. Et nous avons, j'en parlais avec un ami canadien il y a de cela quelques semaines. Il dit, vous avez tout d'Alvarez pour être le centre du monde. Premier élément comme la Chine, nous avons la population. Nous sommes en train de nous diriger vers le cap de 2 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus que la Chine. La Chine est vieillissante. Nous avons les minéraux. En géostratégie, c'est les fondamentaux. Quand vous avez une population, vous avez les minéraux, vous avez tout pour contrôler le monde. Mais surtout, troisièmement, et là c'est la plus grande force, c'est la jeunesse. On a une population qui est jeune. Quand vous avez 25 ans, vous courez. Vous pouvez faire plus de choses qu'une personne qui a 80 ans. C'est là la difficulté du Japon. La population du Japon est extrêmement vieillissante. Ça, c'est les fondamentaux. Enjeu économique pour nous en sortir. Une population jeune. Un territoire qui est riche. Mais surtout, au-delà de cela, au-delà de ces deux éléments-là, c'est important que nous puissions être conscientisés. C'est même pourquoi ils veillent. Vous voyez, chez nous encore, ça existe. Avant, c'était pire, maintenant, c'est encore là. Que les programmes chez nous soient organisés par l'UNESCO. On nous enseigne la fougère. On nous enseigne la toundra, qui n'existe pas sur le continent africain. Nous avons d'autres choses à étudier sur le continent africain. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a cela quelques temps, je crois 3 ans déjà au Japon. L'État japonais a annulé, au niveau de l'université, les enseignements liés à la littérature, à une certaine philosophie. On veut être pragmatique, comme en Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, c'est la première puissance européenne. L'Allemagne n'a pas trop de grandes entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises. Quand vous voyez Mercedes là, il y a des entreprises en Allemagne de 50 à 10 personnes qui ne font que quelques pièces. Ce sont ces pièces-là qui rentrent dans BMW et Mercedes. C'est des petites entreprises parfois de 20 personnes. Mais cette famille est spécialisée dans ces pièces-là. Elle joue un rôle important pour Mercedes. C'est ce qu'on veut sur le continent africain. Et pour pouvoir l'avoir, il faut que nos populations soient éduquées. Nous n'avons pas à prendre des gens d'ailleurs. Ils ne peuvent pas nous enseigner les stratégies. Je crois que dans certains pays, on comprend déjà ça. Que nos gars n'ont pas besoin d'aller faire l'école de guerre de Paris. On peut enseigner au Cameroun. Puisque ceux qui enseignent à l'école de guerre, quand ce sont les Africains, on envoie les piètres enseignants vous enseigner. Pourquoi? Parce qu'on aimerait, oui, parce que notamment c'est cela. Parce qu'ils n'aimeraient pas nous former bien demain. Parce qu'éventuellement, on pourra se retourner contre eux. C'est pourquoi nous ne devons pas nous leurrer pour ceux qui pensent qu'il peut y avoir un transfert de technologie. Il ne peut pas avoir un transfert de technologie des Européens vers le continent africain. Car s'ils font un transfert, on est des concurrents pour eux. C'est l'erreur qu'ils ont commis avec les Asiatiques. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent plus commettre cette erreur. Jamais plus. Ils ont déclaré plus jamais. Très bien. Nous pouvons faire des recherches. Ce que les Cubains font, ce que les Iraniens font, avec toute personne, en fait, c'est ça la connaissance. Il n'y a pas une connaissance particulière, c'est les produits de la recherche. Si des pays comme ceux-là sont totalement, souffrent sur une tonne de sanctions, mais ils s'en sortent, vous savez, les Iraniens, ils ont jusqu'à 2 vaccins.
Quand les Français n'en ont, oui, ils ont 2 vaccins Oui, pour le quand les Français n'en ont même pas. Ils n'en ont rien là. Les Européens, ils se disent tous les jours, tu as pris mes vaccins, tu as volé mes masques, tu as pris mes gants. Mais les gars, ils produisent partout là. Pour dire que même sous embargo de manière fermée, on peut s'en sortir si on s'éduque. Et pour cela, il y a des têtes sur le continent africain qui peuvent participer à former leurs frères, participer à former leurs compatriotes. Si nous avons, comme nous avons déjà une population qui est jeune, nous avons une population qui est grande, donc plus de 2 milliards d'habitants d'ici peu, nous avons des minéraux dans notre sol. Je pense que l'élément fondamental qui nous reste, c'est l'éducation de nos masses populaires. Si nous avons cette éducation-là, je suis convaincu, comme beaucoup de spécialistes le pensent aussi, que les années à venir, ce seront les années du continent africain. Et nous, pour nous, l'ingérence dans nos affaires, ce serait une leçon passée et passéiste. Merci beaucoup, Dr Davaïs Goudjou. Messieurs, plus que 15 minutes pour sortir. Apparemment, les téléspectateurs n'ont pas eu le temps de répondre. Enfin, on n'a pas eu le temps de prendre leur coup de fil. Bon, on va aller rapidement au pas de course quand même. Paul est là, votre mot de fin pour sortir justement de cette édition de Feu Vert. Bon, là, vous me mettez la pression. Alors, non, vous n'avez aucune pression. Alors, je vais faire en 2-3 minutes. Je vais essayer. Oui, allez-y. Alors, l'ingérence. L'ingérence, en réalité, il faut regarder, et c'est dans votre thématique, les conséquences. Et quand vous regardez les conséquences, vous voyez facilement, aisément, les responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, quand on regarde le modèle dominant d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue spirituel, le modèle dominant, c'est le modèle occidental. Et ce modèle occidental, justement, a permis et continue de permettre cette ingérence hégémonique et perpétuelle, séculaire en Afrique qui dénature en réalité nos peuples. Et pour moi, dans l'urgence, en termes de solutions, dans l'urgence, enfin dans ce qui me semble être le plus immédiat et le plus fondamental, c'est la reconstitution de notre patrimoine identitaire. La reconstitution de notre patrimoine identitaire. Oui. Et ça passe par le spirituel, le culturel et l'éducationnel. Quand vous êtes dépossédé de votre identité spirituelle, vous n'existez pas. Quand vous êtes obligé de vous assimiler spirituellement à des pratiques qui ne sont pas fondamentalement les vôtres, vous n'existez pas en tant que peuple, vous n'existez plus en tant que civilisation. Et du coup, la conséquence directe de la dépendance, en tout cas de l'aliénation spirituelle, c'est l'aliénation culturelle. Parce que si vous n'avez pas de repère par rapport à votre être, par rapport à votre relation du divin, mais vous n'avez donc pas d'autonomie culturelle pour exister d'un point de vue autonome. Et ensuite, vous avez les conséquences éducationnelles, parce que quand vous êtes aliéné culturellement, vous savez que tout ce qui est bon vient de l'extérieur et vous dénigrez votre réalité contextuelle, environnementale, vous dénigrez votre culture qui n'existe donc plus de fait et vous allez gober tout ce qui vient de l'extérieur et du coup, l'ingérence est d'autant plus facile puisque si vous êtes aliéné culturellement, en vous dénigrant vous-même, en vous définissant sous le prisme mensonger et déformant d'un autre peuple, alors vous allez facilement vous coucher aux injonctions impérialistes de ce peuple. Et enfin, quand vous êtes libéré culturellement, spirituellement et que vous avez repensé sur la base d'une refonte de votre système éducatif, l'éducation de vos enfants et de vos peuples, vous êtes forcément libre d'un point de vue politique et vous pouvez jouir de votre autonomie économique. Albert Natola ici pour sortir vos solutions, vos alternatives. Oui, la première alternative, c'est quoi? C'est que, vous savez, le prétexte des ingérences sur le continent africain repose sur 2 piliers. Oui. Le pilier politique et le pilier économique. Les piliers politiques et économiques ont été évoqués par mes précédents intervenants. Maintenant, il nous faut la bombe atomique. Parce que si vous avez la bombe atomique, il nous faut la bombe atomique. Il faut la bombe atomique. Oui, on vous suit. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller faire la même chose en Corée du Nord ou bien en Iran? Parce qu'il y a une menace. Ça, c'est important. Et nous avons... La preuve, c'est que... Ou une réponse. Voilà. C'est-à-dire que... La preuve, c'est que nous avons tout... C'est sur le continent africain qui vient chercher la matière première pour aller enrichir l'uranium, pour aller enrichir, n'est-ce pas, tous les composants qui sont dans la fabrication de cette affaire-là. Mais, paradoxalement, nous sommes là, niais, observateurs. Donc, il nous faut absolument la bombe atomique sur le continent africain. Deuxième chose, il faut démanteler toutes les bases militaires
qui se trouvent sur le continent africain, qu'elles soient américaines ou françaises. Parce que le continent africain est le seul continent au monde où vous avez une telle infamie sur le territoire. Le prétexte, c'est quoi? C'est qu'il faut protéger, c'est pour protéger, n'est-ce pas, c'est un régime? Non, c'est pas ça. Ils sont là pour protéger d'abord leurs intérêts et ensuite leurs ressortissants en cas de quoi. Donc il faut dégager ces affaires-là. Dernière chose, et je pense que c'est fondamental, il faut une masse critique très importante. Une masse critique très importante qui passe tout à l'heure, je crois que les uns et les autres ont convoqué cela, l'éducation. C'est fondamental. Et pour qu'on éduque nos peuples, la question religieuse, tout à l'heure, Miyama a évoqué, doit être remise sur la table. La question de l'éducation doit être remise sur la table. Et surtout, il faut fermer nos frontières parce que il faut véritablement éduquer ces gens. Pour éduquer votre peuple, il faut un peu l'éloigner, n'est-ce pas, des vicissitudes, de ce qu'ils appellent, les autres appellent la civilisation. Merci beaucoup Albert Natola. Ici, en ce moment, on va donner quelques minutes à nos téléspectateurs. Permettez-moi de commencer d'ailleurs à lire leurs messages ce matin. Steve, je salue le génie et la maestria avec lesquels tes idées sont panis s'évertuent à nous éclairer du coup à défendre la terre de nos ancêtres face à cette guerre sur fond d'ingérence sur notre continent. Si riche et pourtant si pauvre, Abdel Beckett, depuis Cotonou au Bénin, nous a écrit cet après-midi. Quelqu'un d'autre qui nous a envoyé, il faut le dire comme ça, une vidéo, prenons quelqu'un. Abdourahman Ayouba depuis Taroua au Niger. La démocratie et les institutions internationales sont le cheval de Troie par lequel l'Occident arrive à s'ingérer dans notre vie. Pour que cela change, nous devons préconiser une totale refonte des systèmes politiques. La démocratie nous a coûté cher sur ce continent. La Libye nous le rappelle d'ailleurs. Les Occidentaux nous ont fait souffrir hier et le referont même demain. On a besoin de boire toute l'eau de la mer pour être convaincu qu'elle est salée. Au téléphone, ça va sonner. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Cotis, depuis Paris, on vous écoute. Ok, moi c'est une thématique qui est vraiment très importante. Je pense que le panel a vraiment posé les bases de tout. Le problème de l'Afrique, il est philosophique. Le problème de l'Afrique, il est, comment dirais-je, spirituel. Parce qu'une fois qu'on va se libérer spirituellement, je pense qu'on aura tout pour s'épanouir. Parce que du moment où notre spiritualité est encore colonisée, on reste les esclaves de ces gens-là. Parce qu'en Afrique, c'est le chrétien et le musulman qui luttent. Et les deux gens, c'est les mêmes Africains. Et on est en train en permanence de médiatiser la culture de notre oppresseur. Il est hors de question qu'on continue à... C'est ça le vrai problème. C'est vraiment ça le problème de notre spiritualité. Une fois qu'on va s'émanciper de là, on sera libre. Parce qu'on peut donner les millions aux Africains, mais du moment où ils sont encore esclaves de la colonisation de cette spiritualité-là, on va toujours être des esclaves. On est en Afrique, on prie le même Dieu que les gens qui sont c'est de quelle partie du monde. Est-ce qu'on a la même réalité? C'est exactement ça le problème. Le fond de l'Afrique, c'est ça. C'est la spiritualité. Là, tout le reste, c'est littérature. Monsieur Paul est là. Michel Onfray lui-même fait du révisionnisme parce qu'ils font partie de ceux qui disent que les Africains ont vendu leurs frères. Quand il s'agit de parler de l'Afrique, ils sont tous unanimes, gauche-droite. Et des fois, la gauche est plus pire. Donc tous ces gens-là, on va les lire extérieurement de l'Afrique. Ce n'est pas des gens qu'on va prendre même comme modèle. Mais le problème, c'est ça, c'est la spiritualité. Il faut qu'on revienne un peuple qui a perdu son histoire esclave. Merci et bonne continuation. Merci à vous également de nous avoir appelés cet après-midi. Allô, téléphone, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Samba Aklassato qui vous appelle depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne, on vous écoute. Oui, le sujet est très, très, très intéressant comme toujours. Et puis, vos invités aujourd'hui sont vraiment au summum de leur connaissance. Et pour résumer, je ne vais pas le court parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Juste pour voir par rapport à la résolution que la France a fait voter pour ajouter encore 3500 soldats blancs en Centrafrique, résume bien le débat d'aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être long parce que j'aime écouter vos spécialistes. Et vraiment, le combat est très, très noble et nous allons y arriver. Merci encore et bon dimanche à tous. Merci également à vous. Depuis le Bayern du côté de l'Allemagne cet après-midi. Toujours au téléphone, j'espère tout simplement que vous allez appeler. Ça sonne et toujours au téléphone. Bonsoir. Ça sonne. Baissez le volume de votre téléviseur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur. Vous nous entendrez mieux. Thompson est en début média. Voilà, on vous écoute.
C'est déjà baissé, monsieur Steve. Bonsoir, monsieur Steve de Salut, le professeur de climat et tout le panel qui est président local. Vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est pas comme depuis le pas de... Le thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est un très bon thème qui consiste, n'est-ce pas, à trouver une alternative vraiment dont on a besoin les Africains. Alors vraiment, je ne vais pas rentrer dans les conséquences, mais je préfère qu'on passe directement sur les alternatives parce que les conséquences, on les vit tous les jours et on sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Moi, je pense qu'on a toujours dit les choses ici que des personnes, enfin, les dirigeants ne prennent pas en considération. Moi, c'est d'une chose, ce que les Africains veulent, c'est, n'est-ce pas, ces dirigeants pleins de panafricanisme, parce que déjà, je vais vous dire, ça c'est la vérité, et il faut même prouver que le Cameroun est désormais l'épicentre du panafricanisme. Et les autres pays asservis et africains attendent vraiment que le Cameroun fasse le premier pas. On a de gros problèmes de communication avec Thomson Errand depuis Bédi ici à Douala. On va prendre un autre appelant au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Rudiac depuis l'Espagne. On vous écoute depuis l'Espagne. Bonjour, monsieur Steve Ngoz. Bonjour à tout le panel. La thématique d'aujourd'hui, elle est super. Là, je vais sortir un peu de la thématique. J'aimerais juste faire suggestion et doléance, s'il vous plaît. Chaque fois que nous vous écoutons toujours citer comment je peux les appeler, les auteurs européens ou alors occidentaux. Je ne sais pas si en Afrique, nous n'avons pas d'auteurs, parce que là, nous faisons des recherches, mais nous ne trouvons pas. Je ne sais pas si on peut faire des colloques, parfois, sur des auteurs seulement ou typiquement africains, comme ça que nous nous imprégnons, n'est-ce pas, de notre histoire, mais à l'africaine. Parce que même le docteur Yam Timba, que nous aimons bien écouter, il est toujours en train de citer des auteurs français, Galilée, Socrate, je ne sais pas trop. Et nous, ça nous perd un peu quand nous suivons un peu l'actualité. C'était juste une doléance comme ça, une suggestion que nous aimerions faire. Et parfois, quand nous vous suivons, nous aimerions des auteurs. Nous avons Cheikh Anta Diop, c'est vrai, ça nous plaît, on adore ça. Mais nous aimerions nous imprégner encore plus histoire de nous imprégner de notre histoire, que nous sachions qu'il y a des Africains qui ont dit des choses. Même vous, Steve, même vous, vous nous dites beaucoup de blancs. On n'est pas contre, mais nous savons que quand il y a une guerre et que celui qui raconte la guerre, c'est le gagnant, nous savons déjà la place du perdant. Donc, je vous en prie, c'était juste une doléance comme ça en passant. Merci et très bonne émission. On vous suit, ne vous en faites pas, nous sommes partout. Là, je vous appelle depuis l'Espagne. Je m'appelle Rudy depuis l'Espagne. Je suis camerounais, je suis... Bon, on n'est pas loin, Steve. D'accord. Allez, bonne journée, merci. Bonne journée à vous également et surtout bon dimanche du côté de l'Espagne. Bonjour monsieur Steve et tout le panel de ce dimanche. Merci de nous éveiller. Joyeux anniversaire et que le bon Dieu vous protège le plus longtemps possible. C'est Ousmane qui nous écoute depuis Ouagadougou. C'est au Burkina Faso. Au téléphone, ça sonne. Bonsoir. Au téléphone, bonsoir. La personne s'en est allée, plus que quelques secondes, et nous allons nous séparer parce que du côté, on commence à me faire les signes de la main. Bonjour à vous, j'aimerais intégrer les groupes débat de Feu Vert. S'il vous plaît, je suis Mahamad depuis l'extrême nord du Cameroun. Messieurs, pour sortir rapidement de cette édition, je vous dis merci. Je vais commencer à dire merci au docteur Paul Bekima du côté des États-Unis qui a été avec nous tout au long de cette édition de Feu Vert du 21 mars de l'an de grâce 2021. Docteur Bekima, merci d'avoir été là, merci d'avoir pris de votre temps. C'est vrai que nous avons pris jusqu'à 11h parce que vous avez dit qu'il était 9h, tout à l'heure à 14h. C'est moi qui vous remercie et je suis vraiment très content. Je sors de là avec au moins deux choses. Nous devons prendre conscience que nous sommes des corporations coloniales et que nous devons acquérir de la puissance et Tripoli a donné quelques pistes.
Et je tiens aussi à dire que les initiatives comme celle de Paul Ella doivent être fortement encouragées, parce que n'oubliez pas que Kwame Nkrumah est un produit de l'école de la Renaissance de Harlem, autour de Schonberg, qui était un noir. Ça a produit des gens comme Namdine Azikiwe. Et quand nous allons acquérir notre puissance, nous allons avoir notre unité sociale qui va découler sur l'unité spirituelle, c'est-à-dire, et donc la religion et l'éducation. Donc voilà. D'avoir été avec nous, Dr Bekema, depuis les États-Unis. On va vous faire nos hommages. Passez un bon dimanche et nos hommages à toute votre famille. Dr Yam Timba, merci d'avoir été là cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Je vais finir par une petite phrase. Que les Africains se souviennent que Semben Ousmane avait l'habitude de dire « Je suis le soleil, c'est pour ça que le monde tourne autour de moi ». Merci beaucoup. Et on reste et demeure le soleil. L'Afrique est le soleil. Dr Davis Goudiou, merci d'avoir été là cet après-midi. Moi, c'est un privilège que d'être là sur une thématique comme celle-ci. Et c'est aussi une occasion de vous féliciter, vous personnellement, M. Ngos, mais toute l'équipe aussi, ainsi que le promoteur de DBS. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le début de la conscientisation, c'est la guerre de l'information. Oui. Cela passe par les masses médias. Il y a très peu de chaînes ont compris cela sur le continent africain. Au lieu de montrer les femmes qui sont en train de danser, de montrer des novellas, vous choisissez d'informer, de conscientiser le peuple africain. En réalité, on peut être très riche, on peut être multimilliardaire, mais quand on est du côté de ceux qui combattent, de ceux qui livrent ce type de combat, on est du bon côté de l'histoire. Je vous félicite. Je félicite pour le promoteur de DBS Television. Je félicite toute la très belle équipe qui est autour de vous, mais surtout, les félicitations particulièrement à votre réalisatrice. C'est très rare sur le continent africain d'avoir une femme qui réalise de cette manière, sincèrement. Je suis très impressionné car généralement, la plupart du temps, ce sont les hommes qui réalisent. Mais bon, vous avez une femme. Paul Ella, merci d'avoir été là cet après-midi. Alors, merci Steve et merci au docteur Paul Bekina. C'était très intéressant et il me tend la perche pour rappeler que justement, pas loin de la thématique d'aujourd'hui, la semaine prochaine, les universités panafricaines d'African Revival sont à Yaoundé. Vous l'avez demandé, vous l'avez. Nous serons à Yaoundé. L'un des intervenants ici, ce sera justement le docteur Yam Timba qui fera le déplacement juste pour vous. Et la thématique, très importante, défis culturels et sécuritaires pour une liberté économique de l'Afrique. Défis culturels et sécuritaires pour une liberté économique de l'Afrique. Thématique extrêmement importante, pas très loin de la thématique d'aujourd'hui. Et donc, écrivez au 699 84 98 98 699 84 98 98 pour qu'on vous fournisse par WhatsApp de préférence, pour qu'on vous fournisse toutes les conditions d'accès à ce séminaire. Délai d'inscription jeudi à 17 h. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là cet après-midi. On vous appelle Triple A. Bon, vous devez comprendre. Oui, oui. C'est vrai que je ne suis pas un financier. Bon. Écoutez, pour sortir de l'émission, il faut indiquer que le pilier de la restauration et de la renaissance de l'Afrique doit pouvoir passer par 4 éléments essentiels qui ont été convoqués longuement et à profusion dans le cadre de cet échange, notamment l'éducation et surtout le spirituel, c'est la religion, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un peu de ménage là-dedans, ça peut un peu à confusion. La deuxième chose, eh bien l'engagement, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il faut surtout être surtout des relais de ce que vous écoutez dans le cadre de cet échange, et surtout, pour se protéger, qu'est-ce qu'on dit? Qui veut la paix prépare la guerre, et pour justement faire une guerre, il faut les armes. N'est-ce pas? Il faut une armée. Donc nous avons une armée intellectuelle, mais il faut une bombe atomique pour le continent africain. On vous a compris, Albert Anatola ici. Merci messieurs d'avoir été là. Depuis longtemps, un grand nombre d'économistes pensent que l'Afrique sera le continent du XXIe siècle. Les raisons sont bel et bien connues. L'Afrique regorge des terres arables et des ressources minières en abondance. Sa transition démographique, qui fera passer la population de 1,3 milliard d'habitants en 2019 à 2,5 milliards en 2050. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.